Et bonsoir à tous, bienvenue sur les ondes pirates, émission spéciale sur les élections législatives en compagnie de Stéphane, Ger, Laurent et notre ami aussi Arthur Homines. J'espère que vous allez bien en ces temps très compliqués. Hein. J'espère que vous avez été voté. J'espère que vous avez... Vite vote. J'espère que vous avez pleuré au vu des résultats. Moi j'ai bien rigolé. L'avantage de glander un dimanche matin, vous voyez, on profite d'un bon fromage par exemple sur son canapé en regardant Netflix, très important, et surtout on profite du spectacle. Donc élection législative anticipée, ça a été un peu les montagnes russes. Cette élection, on va en parler ce soir. Ça a été compliqué pour ceux qui aiment voter. Je pense qu'ils ont eu beaucoup d'émotions fortes à ces élections, puisque ont donné le RN presque à la majorité absolue, puis après pas du tout, le RN qui gagne, puis le LFI qui gagne, puis en finale pas vraiment. Que faire? Comment faire? Comment voilà. Ça, pas vraiment? Majorité très relative, quoi. Voilà. Non, il a personne à la majorité, en fait. C'est du tiers. Ça, ils ont juste gagné, mais voilà, en fait, c'est... Bon, bref. Ah, ça se discute, ça aussi, on va en parler. On va en parler. Ouais. On va en parler justement de comment se passent ces élections, de comment se passe aussi l'avant-élection, hein, les sondages, l'importance des sondages. J'espère que vous les regardez tous les jours, c'est très très important de se tenir au courant. Pour moi, les sondages, tu vois, c'est quand j'écoute une musique de Laurent. Généralement, ça touche à point. Ouais. C'est vrai que c'est plutôt... Ça sonne bien. C'est ça. Donc là, on va attaquer d'abord par... chronologiquement, nous avons eu d'abord les élections européennes. Élections européennes où le RN a bien percé. Le RN a bien percé aux grandes dames, peut-être. Moi, j'ai quelques doutes. Aux grandes dames de Macron et ses amis. Suite à cela, nous avons eu l'annonce, je crois que c'était quelques heures après, hein, une heure après, l'annonce de la dissolution donc du Parlement par Macron. Alors déjà, il y a de quoi dire là-dessus. Il y a de quoi dire là-dessus parce que nous avons eu, alors premièrement, je crois que c'était le lendemain, il me semble que ça avait été partagé, nous avons eu l'information par un journal allemand. C'était von der Leyen qui avait partagé cette information, comme quoi elle était au courant. Macron lui en avait déjà parlé. Deuxième chose qu'on a appris dans l'entre-deux tours. Petite question. Oui. Elle l'avait averti avant le résultat de l'élection, tu veux dire? Oui. Oui. Et son père, depuis, a prétendu que son fils lui avait annoncé il y a déjà 2 mois d'avance. C'est ça. Ouais. Donc c'était mûrement réfléchi. Bizarre. Et ce n'est pas dû au résultat du RN. Bon, en tout cas, ce n'était pas une surprise. C'est là où je veux en venir. Sa réaction n'est pas une réaction spontanée, etc., machin. Non. C'est quelque chose qui était mûrement réfléchi et qui, à mon avis, sans vouloir faire du conspirationnisme ni rien, mais fait partie d'un plan. Voilà, il a un plan. Est-ce que son plan a marché? Ça on verra ensemble. Hein. Peut-être pas maintenant. On peut déjà voir quand même quelques petites choses, mais on verra au fur et à mesure des mois ce qui se passera. Mais à mon avis, effectivement, ça faisait partie de son plan, comme on l'avait dit d'ailleurs au début. Et j'apprécie beaucoup les gens qui ont soutenu un peu cette thèse-là et d'autres personnes qui m'ont dit non, tu racontes n'importe quoi. Tu verras. On l'a dit le lendemain, on a dit exactement ça. Tout à fait. Donc pourquoi cette dissolution? Après, c'est ça la question en fait. C'est pourquoi cette dissolution? Arthur, est-ce que t'as une idée? À la base, je me disais que peut-être que Macron Ier souhaitait en fait, peut-être qu'il misait sur une victoire du RN avec un Bardella Premier ministre et que le RN aurait beaucoup de mal à gouverner dans cette France complètement anéantie déjà.
et que ça serait un bon prétexte ensuite au présidentiel 2027 pour les redoubler, quoi. Soit lui-même, soit par un suppléant. Il y avait cette option-là, hein. Je crois que Corab aussi avait tweeté dans ce sens-là, j'étais assez d'accord avec lui, tiens, si on tente le coup, peut-être qu'ils vont passer, mais derrière, je pourrais les rediaboliser encore plus. Parce que Macron a peut-être des velléités aussi de rester beaucoup plus longtemps qu'on ne le pense, en France ou en Europe d'ailleurs. Ça peut être une des stratégies. Alors, je sais pas s'il s'attendait forcément du coup à un truc complètement éclaté comme ça à la fin, mais à la base, ça me semblait pas déconnant, tu vois, ce côté, on va leur passer devant comme ça, quoi. Tenez, il y a un état calamiteux, je vous le passe, et puis dans 3 ans, on va en profiter pour repasser devant largement, tu vois. Ça pouvait être une option. Après, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Il y avait une autre J'avoue que option. j'étais... Vas-y, Stéphane. Pardon. J'avoue que j'étais le premier à penser selon cette logique-là. Ouais. Et on en avait parlé. Et puis, je me dis, tu vois, aujourd'hui que je vois les résultats, et en ayant appris depuis l'histoire du père de Macron, c'est-à-dire que Macron, 2 mois avant, avait déjà annoncé son truc, je finis par me dire qu'il a mis un plan, notamment un plan électoral en place, parce qu'au bout du compte, là on se retrouve même s'il n'y a personne qui mène vraiment, Ouais. il est possible, sinon probable, qu'il se retrouve malgré tout à une capacité à avoir une alliance au centre, chez lui, enfin en tout cas pour lui, on va dire, et qu'il reparte comme si de rien n'était, avec des positions quelque part un peu renforcées. Je sais pas pourquoi il ferait ça s'avoue que je suis pas clair, mais ce que je veux dire, c'est que le scénario de « Ah, il y a Bardella, bon, donc on va s'aborder ça comme on fait toujours avec Le Pen et le RN, c'est-à-dire en 2 temps, Bardella ou le RN gagne, et puis on crie à la sorcière, et donc derrière, on gagne dans un second coup, ce qui est exactement ce qui s'est passé. Il est possible qu'il ait voulu faire ça ou qu'il ait prévu un truc comme ça, mais pourquoi? J'avoue qu'en toute sincérité, à cet instant, c'est pas clair pour moi. Autant c'était clair il y a un mois en me disant oui, ça c'est typiquement une stratégie où il va chercher à durer. Là, j'avoue que je vois moins la finalité profonde. Il y a aussi peut-être le scénario où il cherchait une excuse pour pouvoir démissionner alors qu'il avait dit qu'il ne le ferait pas. Je sais pas si c'est une hypothèse intéressante. Et pourquoi il Genre, démissionnerait pour sauter sur le trône européen qui se libère à la fin de l'année. Ça, c'était un scénario qui n'était pas non plus absurde. Oui, mais dans ce cas-là, pourquoi tant s'exciter, s'énerver pour, au bout du compte, garder une relative majorité et être dans une position où il peut continuer? Bizarre. Ouais, non, mais parce qu'il pouvait pas non plus garantir les chiffres d'hier, quoi. Après peut-être qu'il sans doute, peut-être qu'il se, c'est toujours compliqué après parce que là on est post résultat donc c'est toujours un peu plus compliqué, mais ou pas d'ailleurs, mais peut-être qu'il disait finalement que le barrage républicain marcherait bien, et parce que là en fait il ressort bien Macron au final, hein. Ils sont deuxième, en fait il est plutôt gagnant, donc là peut-être qu'il s'est, peut-être qu'il a bien calculé qu'effectivement il disait oh si ça va passer, et que finalement, parce que c'est vrai qu'il y a eu un gros barrage et que finalement le RN en termes de sièges à la fin, alors ça reste une progression pour eux sur des années, hein. En 15 ans ils ont explosé, hein. Mais en fait c'est beaucoup moins que ce que certains attendaient, quoi. Et en fait c'est plutôt lui qui ressort pas mal du tout, hein, ensemble, hein. Il ressort pas mal du tout du truc, hein. Et puis maintenant on va voir comment ça va se passer, mais je pense que LFI va un peu déchanter, hein. Ça va pas être si simple pour eux du tout, hein. Je pense qu'ils sont un peu gagnants aussi beaucoup trop tôt. Et ils le sont pas en fait, ils le sont pas. Et il y a un chiffre moi qui m'a intéressé, pour pas dire frappé parce que c'est pas ça, mais interpellé, voilà. C'est quand même le résultat du RN et ce que ça veut dire aussi dans notre chère démocratie. Parce qu'au bout du compte, le RN se trouve comme étant le parti qui gagne 2 fois. Ils ont gagné en nombre de votes, oui. Et ils ont gagné en nombre de sièges, mais de manière très nette. Ouais. Et pourtant, ils se retrouvent 3e en termes de position finale à l'Assemblée. C'est là où tout le monde ici sait que je ne suis pas démocrate, évidemment, mais quand on essaie de raisonner dans ce que la démocratie nous dit de ce qu'elle est ou qu'elle se veut être, il y a un hiatus
profond sur de telles choses, quoi. C'est n'importe quoi. Bah, disons qu'il n'y a pas de proportionnel, quoi. Donc en fait, c'est un truc de castor, quoi. En fait, c'est fait pour faire barrage aux premières intentions, quoi. Parce qu'effectivement, RN était premier à 34% au premier tour. Là, ils finissent troisième final au second tour, par coalition et par désistement. Et je sais plus qui avait dit ça sur Twitter, c'était quelqu'un de droite classique, mais qui avait tout à fait raison, c'est qu'effectivement, le système est fait pour se coaliser et empêcher la majorité de base, en tout cas le premier choix de base plutôt, c'était 34%, de se positionner, quoi. Ouais. Donc voilà. J'ai fait une image aujourd'hui comme ça, où je rappelle qu'en fait, quand tu regardes un petit peu les chiffres et les positions, tu te rends compte que, et cela depuis très très longtemps, on est dans une démocratie du vote contre et non plus du vote pour. Voilà. Il n'y a plus personne au bout du compte qui gagne parce qu'on a voté pour lui. Les gens gagnent parce qu'on a voté contre les autres. C'est extraordinaire, ça. Ouais, mais enfin là, la gauche, quand même, ils ont des vrais partisans, non? Mais ils ont gagné parce que tout le monde a voté contre le RN, si tu veux. Bah, moi, j'aurais vu toute la campagne. C'est ça, j'aurais vu une victoire de l'équipe macronesque. J'essaie juste de dire que, en fait, quand tu vis la campagne, dans la campagne, à aucun moment ça a vraiment été on vote pour Mélenchon. Ah oui. Toi, ça a été, ok, bien sûr qu'il y a des gens qui ont dit ça, hein, mais ça a été d'abord une campagne de l'épouvantail. Ouais, le barrage républicain de base, bien sûr. Et quand tu réfléchis, ça fait depuis depuis que Jean-Marie Le Pen a été en finale, que c'est comme ça, c'est extraordinaire. Ah non, mais c'est un système castor. Hein. Vraiment, quand on dit les castors vont agir, oui, vraiment. Et en fait, quelque part, ça recentre un peu tout le monde. Hein, et pour ça aussi que Le Pen s'est gauchisée ou centrisée, parce qu'elle sait qu'à la fin, c'est là qu'elle chope les mecs. Et ça incite en fait à ostraciser et bâillonner les extrêmes, lol. Hein. D'ailleurs, j'ai rappelé sur Twitter, et j'ai fait beaucoup de vues sur ça, que Le Pen serait vue dans beaucoup de pays quasiment à gauche. Hein. Moi, j'aime pas, hein, mais elle serait vue quasiment à gauche, cette fille-là. Elle est gauchiste comme pas possible, elle est socialiste. Elle serait vue à gauche. Donc, en réalité, sa strate, on la comprend, mais en fait, le système joue pas mal contre elle, plus son nom. Hein. Le Pen, c'est dur à porter, donc après... D'ailleurs, c'est pour ça que Bardella a plus, je pense, de destin qu'elle. En plus, il semble bien cocher toutes les cases à chaque fois pour se lisser. Il a un côté très lisse et très coquille qui ira très bien en République, donc bref. Mais ouais, comme tu dis, Stéphane, c'est un système de contre, hein, pas de pour. Mais bon, après, nous, on s'en fiche, parce ça ne nous concerne pas. Mais pour les gens, effectivement, RN, on comprend. Plus de 10 millions de votants, à la fin, tu finis troisième. Je comprends hein, la rage, quoi. Je comprends la rage, mais... Et puis ils ont 100, si je me rappelle des chiffres, ils ont 123 sièges. Le deuxième parti, c'est le PS avec 99. Non, ils ont 143, mais ouais, bon, c'est... je sais pas, j'ai vu passer un truc... Ah bon. Et c'est encore pire, si tu veux. Si c'est 143, 199, ça fait quand même 50% d'écart, quoi. Enfin, un tiers d'écart. Ah ouais, non, mais c'est clair. Je m'en fiche, mais... Oui, non, mais nous... Il y a une double perte. C'est ça. En nombre de votes et en nombre de sièges, et pourtant, c'est pas eux qui vont être représentés. Enfin bon. Voilà. Il y a quand même un chiffre, moi, qui me déçoit beaucoup, c'est le taux de participation qui est énorme. Oui, il a monté, ouais. Mais encore une fois, les gens se sont mobilisés pour voter contre. Absolument. Et c'est largement lié à toute la propagande. Alors, je sais pas si vous voulez rentrer un peu là-dedans maintenant. Du coup, c'est quoi le chiffre, Laurent, là? C'est 60%? 67%, je crois. 67 ouais. Ah, c'est énorme. C'est énorme, quoi. C'est monstrueux. Ouais. Mais 67. Ouais. C'est marrant parce que très, très grosso merdo, ça fait un résultat des 4 tiers. Sérieux, bon, je fais une boutade pour Pagnol, mais malgré tout, il y a un tiers d'abstention. Et dans ce qui reste, il y a très grosso merdo un tiers pour les trois gros partis, quoi. Effectivement, il y a des petits et des gros tiers, c'est du Pagnol complet. Oui. Mais on est quand même là-dessus. Et je n'ai pas souvenir d'une élection en France, du moins du temps que j'en ai conscience, qui ait donné un résultat de ce genre-là. C'est la première fois, je crois.
qu'on se retrouve comme ça avec 3 tiers. Et donc ils vont être obligés de jouer et de nommer le tiers du milieu avec une fragilité comme jamais. Ah ouais, là, en termes de fragilité, ça va continuer de glisser, quoi. Est-ce qu'il y a un des chiffres d'un des 3 gagnants là qui dépasse le taux d'abstention quand même? Ou c'est encore l'abstention qui a gagné? Non, c'est l'abstention qui a gagné dans l'absolu. Tu as un tiers avec l'abstention, 67%. Tu as pile un tiers. Il n'y a personne qui a fait un tiers. Non. Donc on est bien. Il y a un tiers, je réfléchis, LFI a fait un tiers un tiers des sièges, plus du tiers des sièges. Le nouveau Front Populaire, autant pour moi. Le nouveau Front Populaire a fait plus du tiers des sièges. 577, on doit être... Il y a 182 sièges, donc je pense qu'on est encore en dessous. Non, on est encore en dessous. Ouais. Donc non, l'abstention est bien le premier parti. On est là. On a gagné. On a encore gagné. Et on remet dans le droit chemin. Oui, tout à fait. Donc, parce que à la base, il est censé y avoir un plan. Donc, veuillez m'excuser encore. Hein. Donc, le plan, c'était d'arriver donc à cette dissolution, essayer de comprendre pourquoi cette dissolution. Donc, alors, tu avais dit, Arthur, que cette dissolution était plutôt dans l'optique stratégique de faire perdre le RN au vu des prochaines élections présidentielles. Si je me souviens bien, si j'ai bien suivi. C'est une possibilité. Ou après, je l'ai dit, parce qu'effectivement, Stéphane après a un peu apporté son avis. Ou alors, peut-être que juste Macron se doutait qu'il ressortirait plus gagnant que je ne le pensais. Ou que beaucoup même de Français le pensaient. Parce qu'en fait, à la fin, ils sont deuxième et il s'en sort pas si mal que ça, en fait, à l'Assemblée, quoi. En fait, c'est jamais évident non plus de se projeter. Hein. À chaque fois, on fait beaucoup de plans sur la comète, mais en fait, à la fin... en plus, surtout qu'à la fin, on s'en fout dans l'absolu. Hein. Ça change strictement rien pour nos projets, pour la liberté. On va continuer. Ah non, c'est que pour lui. Voilà. Mais il faut quand même rester prudent. Hein. De toute façon, à la fin, bon. Moi, clairement... Mais là, il se retrouve quand même dans une position où, dans les faits, il y a un mois, il y avait une percée de Bardella. Alors, c'était pas important, c'est les élections européennes, c'est absolument sans importance, au point de vue national. Mais on pouvait dire que Macron se retrouvait en difficulté. Et là, un mois après, bon, forcément, il y a eu un grand chambardement, etc. Mais il peut dire, je ressors finalement. Ouais. Les gens finalement ont donné un camouflet à Bardella. Allez écouter Camouflé. Confirmé. Voilà. Ouais. Allez écouter Camouflé à la fois de Capital Wave sur la chaîne YouTube Ripo et en même temps sur la chaîne de Laurent, pour ainsi dire. On en profite, on fait un peu de pub. Oui, version serrurier noir. Faites circuler les chansons là. Ouais, c'est important. Je vais essayer de placer chacun des mots de Camouflé. Vas-y. Moi, sincèrement, moi, j'y croyais pas trop que c'était... Enfin, au début, oui. Puis, je me suis rappelé que le personnage... Oui, je sais, Twitch, tais-toi. Je me suis rappelé quand même que le personnage en a un tout petit peu dans la caboche. Ils ont, grâce à l'État, leurs petits amis des sondages, etc. On en parlera plus tard. Je pense sincèrement qu'ils savaient que de toute façon, oui, il y aurait barrage au RN pour les élections, mais que les gens aiment le lisse. Pas de vague, le lisse. C'est pour ça que l'extrême centrisme, généralement, oui, au bout d'un moment, quand il arrive au pouvoir, ça va continuer, et l'extrême centrisme devient de plus en plus gauchiste, hein, bien évidemment, pour s'habituer à son électorat, etc. Il y a un mouvement comme ça, sinistrogir, comme dirait Monsieur Favry. Bon, c'est pas lui qui l'a inventé, mais il l'a remis un peu au goût du jour en France actuellement. Mais il a raison là-dessus. Le mouvement sinistrogir, effectivement, là-dessus a lieu. Et les gens, en fait, s'habituent à cet extrême centrisme, au macronisme, qui en est un, pardon. Donc, au final, les résultats, moi, m'étonnaient pas trop. J'avais fait un sondage sur Twitter pour voir un peu ce que pensaient les gens. Est-ce que ça serait... Alors, j'ai fait ça sur le ton humoristique. Qui va gagner, les socialistes de gauche
les socialistes du centre ou les socialistes de droite. Bon, les gens ont voté massivement, il y avait plus de 1000 personnes, je crois, à un moment donné, à la fin, pour les socialistes de droite. Bah non. Non, ça c'est votre bulle. Dans votre bulle Twitter, vous pensez que la droite a gagné la bataille des idées, et encore, quelle droite? C'est une droite socialiste. Bon, ça change pas grand-chose. Et donc, de toute façon, les gens n'en veulent pas. Les gens ne veulent pas du danger, entre guillemets. Est-ce que c'est plus un danger qu'un autre? Je ne sais pas, mais du danger NFP, du danger RN. Bon, on va voter Macron. Et comme les gens en plus ont une mémoire très courte, sinon ils arrêteraient de voter, et puis là ça passe. Le confinement, on a oublié. Toutes les conneries qu'a fait Macron, on oublie. La victoire du Front National, c'était quand même dangereux parce qu'on aurait pu avoir un état policier qui enferme les gens. Oh, t'imagines? C'est très grave. Ça aurait été l'horreur. Ça aurait été insoutenable. C'est clair. Donc voilà, donc au final, on pouvait que s'y attendre, même si effectivement on aurait pu espérer quand même un peu mieux du RN. Enfin, espérer, pas vraiment. Nous, on n'espère rien je le redis, on n'espère rien des partis. Quand on dit ça, c'est voilà, faut pas le prendre au sens littéral. S'attendre à. Voilà, s'attendre, tout à fait. S'attendre au fait que le RN gagne un peu plus de sièges, mais en même temps il y a eu cette coalition qui a surpris tout le monde. J'ai pas compris pourquoi ça les surprenait d'avoir des alliances sur le terrain, dans les circonscriptions, entre les partis de gauche et les partis de la majorité. Mais les gens, c'est normal. Vous avez pas compris encore comment fonctionne le système, parce que là, bon, je suis encore jeune, donc j'ai pas vu toutes les élections. Vous m'en excuserez, mais on a des témoins de l'histoire avec nous. Ta gueule. Appelle-moi Jéhovah tant que tu y es. Mais je me rappelle d'autres, et ça a toujours lieu en fait. Enfin, à chaque fois qu'il y a des législatives, il y a tout le temps des alliances contre nature, soi-disant contre nature. Et en quoi ça vous choque, les gens? Mais oui, c'est ça, non mais c'est la base. Enfin, j'ai pas compris sur Twitter ou même ailleurs, ou même dans nos cercles familiaux ou sociaux. Ouais, j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit, mais il y a eu des alliances contre nature. Comment ça, contre nature? C'est la base. Il faut faire ça. Ils ont raison. Plus toute la logorée, plus tous les récits politiques contre le RN et le barrage républicain, le fascisme, machin, ça marche toujours à peu près quand même. C'est normal. Chirac fut élu avec 82%. Si là, il n'y avait pas de l'alliance, effectivement. Historique. Ouais. Un score poutinien, on pourrait dire. C'est ça, de dictateur africain. C'est ça. Ouais. Mais voilà, en quoi ça a surpris les gens à ce premier tour, pour ce second tour, ce qui s'est passé. Je n'ai pas compris. Mais j'ai l'impression que peut-être que en fait, le NFP est parti tellement loin pour beaucoup de gens dans l'ignominie anticapitaliste, antisémite, les sorties vulgaires. Enfin, en fait, pour eux, c'est tellement ignominieux qu'ils se disent mais non, quand même pas. Mais en fait, si, bien sûr que si. Tu vois, bien sûr que si, ils vont s'allier quand même, quoi. Ils s'en foutent complètement. Comme s'ils avaient une colonne, quoi. Enfin, c'est la démocratie, quoi. En fait, c'est tellement repoussoir pour des. C'est pas un business. Et c'est ça. Il y a une anecdote qui circule sur l'ENA, la promotion de je sais plus quelle bande de débiles là, genre la clique. Comment elle s'appelle, la reine des pôles La reine des pôles. Oui, j'ai compris. Ségolène, voilà. Ah oui. Il paraît que lors de la promotion de ces gens-là, ils se demandaient là, il faudrait que je fasse plutôt quoi? Plutôt RPR ou plutôt PS? Bah oui. Ouais. Mais rappelle-toi que... Ils cherchaient un marché, c'est tout, quoi, mais ils en ont rien à foutre du logo, quoi. Bien sûr. La promotion de Ségolène, c'est la même que celle de François Hollande, puisqu'ils sont connus sur les bancs de... Et donc, François Hollande, pour rebondir sur ce que tu dis, il a commencé à la Cour des comptes, et il y a des vidéos qui tournent, où, à l'époque, il tient un discours absolument de droite, de type RPR ou quelque chose de truc à l'époque. Le mec, il a commencé à la Cour des comptes à droite. Eh oui, mais c'est... Il y avait une ouverture à gauche et voilà. C'est assis dessus avec ses... Mais dans le même ordre d'idée, de toute façon, ces gens-là, honnêtement, entre LFI et les autres, encore une fois, ce n'est jamais qu'un degré. Voilà.
Comment dire ça? Nous sommes en France. En France, le droit du travail, et pour prendre juste cet exemple-là, ok, le droit du travail repose fondamentalement et de manière omniprésente, ça infuse la pensée marxiste, on en a déjà parlé, le marxisme communiste, etc., est distillé dans la pensée politique et législative depuis des générations, au moins 2 générations, si c'est pas 3, et cela dans toutes les couches politiques, puisqu'il a bien fallu que toutes les couches politiques soient mobilisées pour que le code du travail puisse être voté. S'il n'y avait eu que les communistes pour voter le marxisme du code du travail, le code du travail ne serait pas passé, puisque les communistes affichés n'ont jamais été majoritaires, même en des années 70. Donc c'est juste pour dire que la pensée marxiste chez les socialos et d'autres est tout autant présente que chez les communistes affichés et autres LFI. C'est ça qu'il faut quand même réaliser aussi. C'est ça, ça a infusé partout, quoi. À partir de quand ces trucs ont commencé à exister, le code du travail, tout ça, c'est fin du 19e? Oui, mais là, il a réellement explosé à partir de 45, si tu veux. C'est Ouais, toutes la les Deuxième Guerre ordres. mondiale, ça c'est sûr, mais c'était déjà embryonnaire avant. Oui, bien sûr. Bah, les congés payés, c'est 36. Donc, 36, les congés payés, tout ça. et le droit de grève et le droit de syndicat, c'est au 19e siècle. Je n'ai plus la date en tête. Mais c'est déjà au 19e siècle. Mais ça s'est complètement accéléré avec l'avant-guerre, si je puis dire, liée au phénomène Mussolini, Hitler, etc. Bon. Et puis par contre, en France, ça a complètement explosé en 1945 avec toutes les ordonnances de 45. Là, il y a une explosion. Mais ça montre bien que le truc est en place dans la mentalité de l'immense majorité du corps législatif depuis bien longtemps, y compris sur les non-minorités, si je puis dire, que sont les communistes. Je ne sais pas si je suis clair. Absolument. Et même pas seulement dans l'esprit législatif, mais dans la tête des gens. Vu qu'aujourd'hui... C'est lié. Oui, tu as raison, mais tu as raison. Mais dans la culture en général et dans la tête des gens, ça fait maintenant donc 80 ans minimum qu'on baigne là-dedans. Il n'y a plus personne de vivant aujourd'hui qui n'a pas vécu ça. C'est vrai. Oui, mais bien sûr. Ah, mais quand on dit qu'on a un travail de fond colossal à faire en termes de libéralisation des esprits, c'est pas juste des mots, c'est une réalité tangible qui se confirme. Il n'y a pas de parti libéral, libertarien, n'en parlons même pas. Et même si c'était le cas, il y aurait une critique à faire sur la démocratie. On voit bien qu'un Javier Milei glisse quand même. Donc dans tous les cas, c'est catastrophique, franchement. C'est 1000 nuances de collectivisme, ça c'est clair. C'est clair. En prenant le métro ce matin, c'est purement anecdotique, mais pour rebondir sur les 4 tiers, toi, je regardais les gens autour, toi, je sais pas, il y a 500 personnes dans la rame de métro peut-être, je sais pas. Et je me disais, bordel, statistiquement, là-dedans, il y a une personne qui n'a pas voté, une personne qui a voté RN, une personne qui a voté LFI, une personne qui a voté PS, machin. Et donc, la moitié au moins, qu'est-ce que je dis ? La moitié au moins est affichée socialiste, un quart est affiché communiste, les 3 quarts sont socialistes au sens où on l'entend nous. Ouais. Après, attention, parce que le problème de ces élections, c'est qu'elles ne sont pas la proportionnelle. Oui, mais c'est vrai, c'est juste... c'est pour prendre... Malgré tout, quand tu te tournes autour de toi, t'as quand même... Oui, je vois ce que tu veux dire. Malgré tout. Si ça se trouve, il y a beaucoup plus de Front National dans ton métro, en fait. C'est possible. Puisqu'ils n'ont pas eu, apparemment, ce qu'ils méritent, entre guillemets. Ça me fait marrer, justement, toutes les petites remarques qu'on voit. Ah, ils ont fait plus de voix que les autres, mais il fallait pas jouer à ce moment-là, quoi. Cela dit, le métro, c'est dans Paris, et Paris, c'est quand même plus rouge qu'ailleurs. Voilà, faut atomiser Paris, comme je le dis à chaque fois. On garde les bons éléments, je suis pas non plus si méchant que ça. On les prévient, barrez-vous, dans 1 minute, on balance le napalm. Voilà. On règle le problème à la source, tu comprends. Il faut cautériser. Mais pour revenir aux petits chiffres, question comme ça, cette petite
cochonnerie de Lisnard, il a fait combien au final, là? J'en sais rien. Je crois qu'il a pas fait Un grand-chose. demi-siège. Il a une fesse à l'Assemblée. Je vais regarder. Attendez, Mais je il vais est quoi regarder ça. il est LR. Il a pas Je son sais pas propre truc. Ça s'appelait Nouvelle Énergie, son machin. Nouvelle Énergie, C'est ouais. ça, oui, il a créé Nouvelle Énergie, oui. C'est ça, oui. Bah, je pense quand même qu'il a gagné chez lui, mais enfin, ouais, je sais pas. Je sais Bon, pas. il est maire de Cannes, bon. Ouais, Il c'est a ça. tellement bassiné là qu'il fallait quand même porter les idées machin par le biais démocratique. Donc il fallait voter Lisnard. Je serais curieux de voir ce que ça a donné. Non, mais tu as fait le commentaire qu'il fallait faire, Laurent. Tu as fait le commentaire disant voter Lisnard, c'est pas du pragmatisme, puisque on vote pour quelqu'un qui ne passera pas le seuil des 5%. Et tu as complètement raison. Donc, voilà, point. Ah oui, ça, c'est clair. C'est clair. Non, je sais pas. Bah, je pense que de toute façon il était chez LR, donc je pense que Nouvelle Énergie c'est un mouvement qu'il met en place petit à petit pour 2027, mais, Ouais, il est chez mais LR, qu'il n'avait pour pas moi. préparé pour les Ah ouais. législatives, donc je pense qu'on n'aura pas de. Et LR, c'est faible. Hein. Ils ont fait faible, hein, donc. C'est pas dingue, mais en même temps je présenté. pensais qu'il ferait moins quand même. Hein. Et on a aussi le retour du PS. Enfin le retour, c'est ça, mitigé, c'est sûr. très mitigé, Oui, mais on a mais- quand même le retour du PS. Mais ouais, plus que LR. Hein, plus En que fait, LR. ces législatives, Oui, c'est là où je voulais en venir, ces législatives, à quoi elles ont servi? À revenir à l'état postérieur. Oui. On revient à avant le Covid, si vous voulez. Voilà. Oui, c'est c'est un peu bien. ça. Bon, pour la gauche, encore plus loin, parce qu'on a le Front Populaire, mais dans le C'est un global... peu ça, oui. The French Reset. Moi, il y a quand même. Tu as déjà soulevé le mot de Javier Milei, Arthur, Ouais. et je vais dire un truc qui est une évidence pour nous. Hein, parmi les choses qui me frappent, enfin, qui m'interpellent, c'est cette absence de stratégie de la droite, qui n'est pas nouvelle, que nous dénonçons régulièrement. Je ne vais rien dire qui soit très nouveau, hein, mais là, ça se confirme en plus de manière extrêmement manifeste. Ces gens-là, depuis qu'ils essaient d'être à droite et qu'ils prétendent être à droite, et depuis Mitterrand, schématiquement, ils courent péniblement et lamentablement derrière la gauche. Ils se font renier leur position élection après élection. On en a déjà parlé. C'est tout à fait logique avec le glissement inéluctable de la gauche vers la gauche, ce que tu disais Ouais. avant. Hein, okay. Mais, première remarque, encore une fois évidente, ils ne voient pas que le glissement vers la gauche est inéluctable. Alors, s'ils le voient, ils le jouent de la mauvaise manière, c'est-à-dire ils voient que ça glisse à gauche, donc eux ils sont les premiers à courir de plus en plus à gauche, tout en se disant être de droite. C'est déjà ça, c'est complètement schizophrène, et ils ne voient pas qu'en jouant schizophrène, ils jouent contre eux. Bon. Et j'ai l'impression que ça, ils ne le comprennent pas. Et s'ils croient être malins de se dire, ah oui, mais en fait, il faut qu'on aille vers la gauche, comme ça, on va bouffer des trucs à gauche et on restera à droite. Mais non, mon grand. Tu ne peux pas être tenté de dire que tu es à gauche tout en tentant de dire que tu es à droite. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Et ça amène forcément à la seule stratégie possible, qui est celle de Milei. Vous savez très bien ce que j'en pense, mais bon. Qui est une stratégie, on va dire, de type Thatcher, pour faire simple. Est-ce que ces gens-là n'ont pas pris donc la leçon de Milei? C'était pourtant le bon moment. Ils ont un exemple, ils ont un mec qui a pété les chiffres et tout, qui est venu en Europe, qui fait des speeches. Ils ont donc toujours pas compris que c'est comme lui qu'il faut faire. Alors, je veux bien entendre qu'ils n'ont pas eu le temps de se préparer, qu'ils n'ont pas eu le temps de mettre en place une stratégie de changement culturel, etc. Ok. Mais ils auraient pu commencer. Ils auraient pu au moins faire... Ça fait 70 ans qu'ils auraient dû compenser. Ouais, on est d'accord. Mais là, ils ont un mec qui leur montre le chemin, qui est présent, qui vient, machin, qui est venu en Europe et tout. Ok. Il y a Marine Le Pen qui est allée le voir, quand même. Hein. Bon. Oui, puis qui a bien dit face caméra que n'y avait pas grand-chose qui les rapprochait. Donc on sait très bien qu'elle ne changera pas à ce niveau-là. Mais... Ok, mais... Mais effectivement, il n'est pas inconnu. Il n'est pas inconnu. Forcément, ces mecs regardent. Bon, il y en a bien quelques-uns là-dedans qui l'ont vu, qui l'ont suivi. Je ne peux pas croire autrement. Bon, il n'y en a pas un qui s'est dit peut-être que même il faut qu'on prenne une inflexion. Non. Pas un seul.
Alors, Moi, vu ce qui me plaît aussi, vu qu'on c'est qu'il n'y en a pas un seul qui ait voulu tricher vraiment ouvertement, c'est-à-dire faire un programme pire que LFI, mais en pensant qu'une fois élu, ce serait de la droite. Mais ils peuvent pas faire ça, puisque c'est tout mon... Enfin, à mon sens, hein, je suis de droite, mais je fais un programme de gauche. C'est n'importe quoi. Non, mais carrément, tu t'inventes. Comme Macron est sorti de nulle part il y a 7 ans, 8 ans. Ils sont pas assez malins pour ça. Non, ils sont assez stupides. Juste petite parenthèse très très rapide, vu qu'on parle de Milei, on va rester dans ce coin de la planète pour faire un petit laïus comme ça sur Bukele. On a eu quelques petites informations sur sa dernière intervention à Bukele. Donc Bukele, président du Salvador, Monsieur Bitcoin, beaucoup de libertariens, crypto boys, comme j'aime bien les appeler, sont fans de Bukele. Beaucoup de conservateurs aussi sont fans de Bukele puisqu'il a mis un terme, soi-disant, au gang. Moi, je ne sais toujours pas comment ça a été possible. Hein. Je ne m'avancerai pas là-dessus puisqu'il y a quand même des rumeurs et quand il y en a un peu trop, il y a quand même un petit doute. Donc, je ne sais pas. Et puis, il y a toujours un doute envers un politique, toujours. Hein. Arrêtez de fantasmer, s'il vous plaît, les gens. Et donc, il a fait une petite intervention dernièrement pour demander, enfin, c'est même pas qu'il demande, il ordonne aux importateurs de marchandises et de denrées alimentaires de réduire leur prix. Parce qu'il y avait une rumeur, des rumeurs d'inondation, quelque chose comme ça. Et donc, les importateurs ont fait x2 sur leur prix. Et donc, Bukele, il n'était pas content. Il leur a dit, vous voyez ce qu'on a fait aux gangs ? Ben voilà. Donc, demain, je veux que les prix baissent. C'est vachement Bitcoin compatible, ça. Ouais. Je pense qu'on peut applaudir. On peut vraiment applaudir. Je suis assez admiratif. Ça, c'est de la politique qui a des couilles. On vous avait dit quoi, du coup ? Qu'est-ce qu'on vous avait dit ? Et après, on nous dit, mais non, mais c'est bon, vous exagérez, vous êtes trop radicaux, vous n'êtes pas dans le réel, etc. J'ai une remarque à faire. Il n'y a pas plus réaliste que nous. Malheureusement, il n'y a pas plus réaliste que nous. Enfin, pardon. Il y en a un autre. C'est le gouverneur de Floride. Ah oui, comment il s'appelle déjà Pendant le Covid, il avait interdit les masques au lieu de laisser les gens choisir s'ils voulaient obliger ou pas que les gens portent des masques dans leur commerce. Et là, je crois qu'ils viennent de passer un truc aussi où il interdit la viande artificielle. Oui, j'ai vu passer ça aussi, oui. Bon, moi, je m'en fous, j'en bouffe pas de cette merde-là. Mais laissez les gens qui veulent en faire pousser dans leur tube à essai, les faire pousser, puis ceux qui veulent l'acheter. En quoi ça te regarde, bordel de merde ? Et ces mecs-là passent pour les champions de la liberté aux États-Unis. On est bien. Et pas qu'aux États-Unis. Et pas qu'aux États-Unis, ouais. Malheureusement. Donc voilà, c'était la petite parenthèse Bukele, je trouvais ça intéressant d'en parler ce soir. Pour répondre à Dachim, ne t'inquiète pas, nous ne considérons pas ici, je pense que mes collègues seront d'accord avec moi, nous ne considérons pas Linard comme un libéral. Ne t'en fais pas pour ça. D'accord ? Ah non, on dit pas Lisnard. Lisnard, ouais. Linard, je sais pas. Moi, ça dépend des jours. Lisnard, moi. Pourtant, il est de Bordeaux. Hein. À Bordeaux, on aurait dit Lisnard, mais bon. Effectivement. C'est sûr que c'est pas un libéral. Non. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'en France, le moindre petit truc parfois, tu sais, la moindre sortie parfois un peu libérale passe pour un truc de fou, quoi. Mais en fait, pas du tout. Ouais. C'est ça, c'est que c'est tellement loin. Et on revient au combat culturel intellectuel qu'en fait, le petit truc fait que. Et c'est vrai qu'il y a un petit mouvement de fond, je le vois aussi parfois sur Twitter, des mecs qui sont à fond avec Lisnard et tout. En fait, non, pas du tout. Et on rappelle que durant le Covid, il n'a pas été très libéral dans sa vie. Hein. Bref. Et puis là, sa dernière intervention, c'était quoi ? Il faut redonner de la force, je crois que c'est le mot qu'il avait utilisé, force. Ouais, je sais plus quoi. Quelque chose comme ça, de la force, la puissance, enfin le pouvoir à l'État. Mais attention, juste dans ses prérogatives, bien entendu. Mais lesquelles ? Oui. Vas-y, liste-les, s'il te plaît. Alors, qui va surveiller, encore une fois ? On devrait mettre Lisnard et Chouard ensemble dans une vidéo. Non, mais comment être gardien ? Comme on le dit toujours, hein, moi, ce qui me fait rire, c'est quelle prérogative et combien. Moi, j'en prends 4. Toi, Stéphane, tu en prends combien ? Puis après, on va aller chercher un consensus pour trouver un chiffre qui plaise à tout le monde. Et puis comme ça, tout ira bien.
Ouais, ça couperait la poire en deux, puis ça reglisserait. Enfin bref. C'est ça. pareil. Alors revenons un peu à nos moutons, parce que on dérive pas mal. Pas étonnant, on a la fine équipe ce soir. On est désobéissants, non indisciplinés. Donc, C'est ça. C'est l'anarchie. C'est pas grave. C'est les ondes pirates. Ouais. C'est fait pour. Qu'est-ce Très que joli, tu très joli. Je me suis acheté une tête de Justin Trudeau en forme de caca. Ah ouais. Je sais pas si, C'est je un sais dollar. pas si ce serait autorisé en France ça. pendant que monsieur cherche le prochain sujet, tu pourrais nous faire un coup de Usebox comme un Useless Ah Box. bah putain. Ah bah oui. Attends, je l'ai juste là. On va faire un peu de valeur en direct. Allez, un peu de génération de valeur. De la valeur. Oh là là. Allez, Ah, T'es même pas fichu de faire le travail proprement, franchement. Bah, je m'excuse. Voilà. la structure est plantée là. Donc on revient un peu à ce que nous disions. J'aimerais surtout parler des sondages et à quoi servent les sondages. Parce que pour moi ça me paraît extrêmement intéressant. C'est dommage que d'ailleurs on aurait pu inviter Bhaskar. Bon, peut-être que ça aurait complètement fait planter le stream. Là il y avait trop de QI là d'un coup là. C'est mort. Mais effectivement, j'aimerais qu'on parle des sondages parce que ça a été n'importe quoi. Mais complètement n'importe quoi. Vous aviez, d'un côté, on nous disait le RN va gagner, etc. Et puis ça permettait d'avancer comme ça, de faire avancer les castors, hein, qui étaient là pour faire barrage. Et puis vous aviez à l'extérieur du pays, donc en Belgique et en Suisse, on a eu des sondages qui étaient différents au début, puis après, qui petit à petit semblaient être corrects sur les résultats finaux. On a eu du tout et n'importe quoi. Ça a été un gros revirement. Comment est-ce que c'est possible d'avoir des sondages comme ça qui peuvent se planter autant, sauf à la dernière minute? Comme par hasard, la dernière minute, c'est magique. Ah bah non, regardez, on a fait le travail. Comme Trump en 2016. Hein. Hillary était donnée largement gagnante la veille encore de l'élection. Oui, effectivement. Et puis, il y avait même une anecdote comme quoi elle s'était envoyé un mot à elle-même. Enfin, elle avait déjà tout préparé son truc. Et puis, bref. Les sondages ne peuvent pas avoir raison. Ben pourquoi? Parce que comment ça se fait qu'ils peuvent pas avoir raison puisque c'est fait avec quand même des calculs, il y a une méthode sûrement scientifique derrière, etc. Enfin, il y a des ordinateurs. Voilà. Maintenant en plus on a l'intelligence artificielle, ça se trouve ils ont utilisé un peu d'IA pour faire le truc. Comment ça se fait qu'ils se plantent? Il y a 2 secondes. Mais ils se plantent parce que, là je suis en mode sérieux. Hein. Ils se plantent parce que toutes leurs hypothèses de conception sont erronées. Un sondage, ça suppose... Alors, il y a dans le concept du sondage des choses qui sont relativement solides. C'est-à-dire l'approche statistique qui consiste à dire si j'ai un bon échantillon qui est effectivement avec une représentativité, machin... je peux ensuite extrapoler, et je sais, en tout cas, j'ai les outils mathématiques qui me permettent d'extrapoler. Ça, c'est vrai. Tout est dans les si. Et c'est exactement les mêmes mécanismes de déficience, si je puis dire, que quand nous, avec Laurent, on parle des problèmes en économie, de toute la mathématisation de l'économie, c'est du même ordre. C'est comment je fais pour avoir un échantillon représentatif. Ça suppose que je sais ce que c'est que représentatif. Mais si je sais ce que c'est représentatif, c'est que j'ai un sondage qui m'a dit ce que c'était que représentatif. Et qui m'a donné un sondage qui m'a dit ce que c'était que représentatif. Donc, comment je sais ce que c'est que représentatif? Ensuite, je suppose que les gens ne changent pas d'avis. Je sais comment ils vont changer d'avis. Est-ce qu'il y a des libertariens dans leur sondage? Tu vois. Et puis, tu supposes ensuite que les gens qui font le sondage sont objectifs, ne vont pas eux-mêmes introduire un biais, que le but des sondages est de donner une image réelle et non pas une image qui influence. Est-ce que tu te rends compte de toutes les questions ouvertes que ça pose? Et puis les gens qui lisent les sondages, quand ils répondent après à un sondage,
ils se rappellent du sondage précédent, et si ça leur fait peur que machin gagne, ils vont changer d'avis. Ah, non, je vais voter pour truc. C'est ça, il y a Parce des que c'est sondages pas de la Castor. météo. Sondage ça. Castor. Non, mais Ouais. on est. Le problème des sondages, et ça renvoie à la vidéo que tu as envoyée, Laurent, avec le WEF. Nous ne sommes pas des robots, nous ne sommes pas des machines. Nous ne sommes pas modélisables, nous ne sommes pas mathématisables. Nos réactions sont affectives et d'une rationalité qui n'est pas celle des sondages. Voilà. Donc les sondages ne peuvent pas être fiables. Pourtant, Klaus, il pense que c'est plié. Hein. Il pense qu'on va pouvoir tout prédire, tous les résultats d'élections. C'est même plus la peine qu'il y ait des élections, en fait. Mais ce qui n'est pas faux, d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas des élections sous forme de sondage, simplement? En fait, c'est un sondage, une élection. Oui, tout à fait. Du point de vue logistique, alors là, par contre, ça c'est vrai, du point de vue logistique, ça pourrait être organisé de manière bien plus efficace. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais c'est autre chose, ça, encore. Donc Stéphane a parfaitement bien développé le sujet, c'est là où je voulais en venir avec cette histoire de sondage, pour essayer de vous montrer que parfois ça peut être intéressant d'étudier un tout petit peu et de lire réellement, les auteurs libertariens, la praxéologie, etc., l'action humaine, pour comprendre pourquoi on peut arriver à de telles conclusions aussi facilement. Parce que oui, effectivement, l'homme agit, l'homme choisit, l'homme apprend. Donc vous ne pouvez pas avoir des sondages exacts. Oui, exact. Des sondages exacts. Fiable, simplement fiable. Ce n'est pas possible. À part au dernier moment, parce que vous avez, effectivement, le comptage, il est bien avancé, donc, effectivement, vous vous rapprochez de plus en plus du bon résultat. Bon, ça c'est évident. Mais jouer les Madame Irma sur les individus, ce n'est pas possible. Les entrepreneurs, ceux qui entreprennent, font des paris. Et ils essayent de sécuriser leur position au maximum, mais ça reste un pari. Heureusement, ils le font avec leur propre argent. Prennent leurs propres risques. Le problème avec les sondages et donc avec les élections, c'est que le pari se fait avec notre pognon et notre vie. Même à ceux qui n'ont pas voulu participer au jeu. C'est ça le problème. Donc voilà. Donc c'est. D'ailleurs, si tu votes... pardon, vas-y Stéphane. Non, tu sais, j'ai tendance à... Je faisais entre nous la remarque que si on revient sur le point du début, où on imagine que Macron a eu un plan, ce qui me reste, pour moi, qui reste probable. Il paraît assez clair que dans le cas qu'il ait eu un plan, forcément, il s'est instruit de l'opinion. Il a forcément utilisé des sondages, quels qu'ils soient, ou des instituts de sondage, quels qu'ils soient, d'une manière ou d'une autre, pour instruire sa conviction qui l'a mené à de dire « je sais à l'avance que il l'a pas fait comme ça, il l'a fait parce que, justement, il a dû avoir des sondages qui lui ont dit que, et probablement l'écart du RN aux élections européennes était si fort que les sondages pouvaient l'entrevoir. Ok. Mais par contre, il est très improbable qu'ils aient pu voir le résultat d'hier. On sait rien. Mais vu comment c'est serré, ça me paraît improbable. Et ce qui renvoie à ce qu'on disait en début d'émission, c'est s'il a eu un plan, ce qui est probable, je suis pas certain que ce soit le plan qu'il finit par se trouver, dans lequel il finit par se trouver. Je sais pas si je suis clair. Ouais. Du coup, Laurent, tu voulais dire? De toute façon, la moindre solidité, il n'y aurait aucun entrepreneur qui ferait faillite. Bien sûr. Toutes les études de marché seraient parfaites, et puis voilà, il n'y aurait pas de problème. Ah, il y aurait des profits certains, quoi. Oui, voilà, exactement. Il y aura des profits certains. C'est pas le cas. Hein. Et Mises te dirait que s'il y a des profits certains, alors aussitôt, ce ne sont plus des profits. Exactement. Il serait déjà capitalisé dans le... C'est ça, dans la structure. Oui, bien sûr. La structure de l'économie. Bien, avançons un tout petit peu. Donc, les résultats et perspectives. Résultats et perspectives, donc on a bien vu les résultats, on en a parlé un tout petit peu au début, et effectivement c'est du tiers, voilà, un tiers ultra-gauche, un tiers gauche et un tiers gauche-droite. Bon, super. Donc quelle perspective maintenant? Parce que ça va être compliqué pour imposer, que ce soit pour LFI imposer un Mélenchon par exemple, ça me paraît quand même assez improbable. Comment? Comme Premier ministre, tu veux dire? Oui.
Ah oui, Ça- d'ailleurs, au fait, il s'est toujours rien passé, là. C'est toujours. Non, ils sont en train de. Il y a les premières tractations et Darmanin et Gabriel Attal sont en train déjà de faire les premiers messages. Donc, ils ont commencé les tractations. Oui, il y a une réunion qui doit se dérouler entre députés du nouveau Front Populaire pour décider de qui va se présenter au poste de premier sinistre. Donc ça paraît compliqué pour eux. Bardella, c'est foutu, clairement. Oh merde. C'est clairement foutu. Donc, que pourrait-il arriver? Est-ce qu'on aura un bon sinistre bien de gauche, ou est-ce qu'on aura au final rien du tout? Moi, et je suppose vous de même, moi j'aimerais bien qu'il y ait rien du tout. Qu'on se retrouve dans une situation, on est incapable d'avoir un gouvernement fixe, et donc incapable d'avoir un État stable, en tout cas pour les mois, voire années à venir. Ça serait plutôt très intéressant. J'ai l'impression que la Belgique n'est pas à feu et à sang. Alors pourquoi pas nous? Au moins l'État ne fait pas de mal, il ne fait rien. Voilà, c'est plutôt non. intéressant. Les fonctionnaires sont quand même là, ces enfoirés. C'est pas faux, c'est pas faux. Oui, mais bon. Il vaut mieux un fonctionnaire qui fait rien qu'un fonctionnaire qui fait quelque chose. Oui, mais je pense qu'ils vont continuer leur succion là, pendant ce temps-là. Ils vont pas arrêter d'émettre des taxes, des impôts et des règlements. Bien sûr, mais si après on n'a plus de 49.3, on n'a plus de loi à la con qui arrive à être votée, c'est plutôt intéressant. Pas faux. On faisait référence, pardon. Tu sais, à ces 500 jours où tu n'as peut-être pas connu ça, mais la Belgique a connu 500 jours sans gouvernement fédéral à un moment donné, il y a quelques années. Ils ont très bien vécu, et c'est ce que je pense que veut dire Adam. On pourrait très bien imaginer une situation de ce type-là. Je pense, dans le même état d'esprit, je pense que nous avons une opportunité pour revenir à la 4e République. C'est-à-dire, écoute, c'est un régime qui était, non majoritaire, qui était proportionnel, avec tout un tas d'inconvénients, hein, on se trompe pas. Hein. Mais au moins, l'avantage d'un régime proportionnel, c'est qu'il a une rationalité structurelle, puis au moins on peut dire, voilà, il y a des votes, on suit les votes, point, voilà, il n'y a pas d'usine à gaz avec des circonscriptions plus ou moins machin. On n'a pas non plus parlé de la fraude, parce que faut pas qu'on oublie la fraude. Mais donc, nous sommes dans un régime là comme ça où il y a quand même des magouilles structurelles qui sont pas neutres. Là, moi, je serais le peuple, je dirais, mais retour à la 4e République, au moins la proportionnelle, ça veut dire quelque chose. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de gens à droite-gauche du coup, qui semblaient demander un peu ça. Moi, j'ai vu vraiment beaucoup de messages où il fallait de la proportionnelle, où c'est pas normal. Voilà. Donc effectivement, je pense que ça va dans le sens de ce que veulent les gens globalement. Même si nous, on sait que ça ne sert pas à grand chose au final, mais en tout cas, structurellement, on comprendrait la logique, quoi, effectivement. C'est ça. Pourquoi je fais référence à la 4e? Peut-être que pour ceux qui suivent la 4e, donc c'est avant la 5e, c'est le régime qu'il y a eu pendant 15 ans, même pas 15 ans. C'est jusqu'à Pétain, ça. Ouais, c'est à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale et jusqu'à alors la 5e. Non, ça n'a pas duré ça dure 13 ans en fait. C'est juste la sortie de la Seconde Guerre mondiale et qui avait comme caractéristique d'avoir des gouvernements qui ne durent pas plus d'un an, parce que chaque fois les majorités changeaient et les présidents du Conseil sautaient chaque fois que les votes ou les élections ou les positionnements ou les alliances changeaient. Mais l'avantage de ce système-là, de cette période-là, c'est que justement les lois, il y avait encore en gros aucune décision réellement significatives qui ont été prises, quoi. Beaucoup moins qu'une fois que la 5e est arrivée. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Pardon. Question un petit peu technique de bas étage, mais si la France reste sans Premier ministre et gouvernement, les députés, ils vont continuer quand même à voter des conneries et puis ou pas du tout? Non, parce que les textes sont proposés par le gouvernement, normalement, si j'ai pas de conneries. C'est pas les députés qui en proposent aussi d'eux-mêmes? Si, mais je suis ignare en fonctionnement. Il me semble,
c'est une bonne question. Il y a des commissions, effectivement, Ouais, qui c'est préparent ça. les textes, mais je suis pas certain que l'initiative. Si, tu as raison. Les députés En principe, si, ils peuvent le faire, mais. peuvent prendre l'initiative, oui. Si, ouais, mais après, Je sais pas, c'est une bonne question, Laurent, je sais pas, sincèrement. On va étudier on nous ça. dit que si, je crois, en commentaire. Ouais, si. Oui, Je En tout cas, vais pas trop regarder les commentaires, en fait. Ouais. Ouais. René dans Drouin le qui fait. nous dit que, bonjour René d'ailleurs, que les députés peuvent proposer d'eux-mêmes des lois. Donc, Comme d'hab, j'avais pas mon micro. Si, oui, donc ça peut être proposé et après ça fait navette entre les différentes instances ok. pour être ensuite Donc, discuté en fait, au Parlement, etc. Dans cette histoire-là, l'exécutif, en fait, il sert à quoi? À exécuter. À exécuter, mais ok. Si les autres peuvent se démerder tout seuls pour passer toutes les merdes qu'ils veulent, genre rétablir l'impôt sur la fortune, là, si ça va revenir, ce truc-là. Puis le seuil Non, va mais baisser. l'exécutif, il sert au moins. Si, attends, l'exécutif, c'est. En France, l'exécutif, caricaturalement, ça va être les préfets. Ouais. Et donc, le rôle initial, institutionnel de base, minimal, on va dire, de l'exécutif, c'est les préfets. C'est donc le maintien de l'ordre, le maintien de la politique, machin, truc muche, sur le terrain. Donc, c'est au moins tout ce qui correspond à l'exécution des lois, etc., sur le terrain. Il y aura toujours besoin d'un exécutif. Mais effectivement, au moins, on ferait l'économie d'un exécutif qui invente une politique. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais bon, encore une fois, on est dans un système bordélique où il n'y a pas de différence fondamentale entre l'exécutif qui exécute et le législatif qui fait les lois. C'est tout mélangé. Là. Mais justement, la 4e, c'était intéressant pour ça. On votait pour des mecs qui votaient des lois et des autres qui exécutaient. C'était beaucoup plus simple. C'était trop simple. C'était pas assez démocratique, sûrement. Bref. C'est un peu ça. Bref, oui, effectivement, là, on s'avance un peu parce que justement, l'avant-dernière partie que j'avais prévue, c'est très simple. Le titre très simple, comme ça, tout le monde peut comprendre. Vraiment, tout le monde peut comprendre, il n'y a pas de souci. La démocratie, c'est caca. Voilà. Je pense que là, c'est bon. Ok ? Donc, la démocratie, c'est caca. Pourquoi ? En plus, ça rime. C'est sympathique. Donc pourquoi la démocratie ne peut que décevoir? Parce que là, on voit justement des gens qui ont hurlé à la joie ou à la tristesse au premier tour et qui ont eu les émotions inverses au second tour. Certains étaient extrêmement déçus, d'autres réjouis pour pas grand-chose parce qu'au final, personne n'a gagné. Et en vérité, quand une élection se passe en démocratie, personne ne gagne vraiment. Tout le monde y perd un jour ou l'autre. Donc pourquoi cette démocratie ne peut pas fonctionner? Et attention, je parle de cette démocratie ici en France, avec ce système-là, et on va essayer de l'expliciter, mais aussi pourquoi elle ne peut pas fonctionner de toute façon nulle part ailleurs. Peu importe le système, peu importe la méthode de suffrage, peu importe, on s'en fiche. Pourquoi la démocratie ne peut pas fonctionner? Bah déjà, fonctionner, ça veut rien dire. Ça veut dire quoi dans ce cas-là? Satisfaire les aspirations. Oui, avant d'avoir une unanimité, ce qui prouverait qu'elle ne sert à rien. On n'aurait pas besoin de voter pour des choses où tout le monde est d'accord d'emblée, je suppose. Ouais, mais c'est ça le point. C'est ça le point de départ. C'est si on considère que le rôle de la démocratie, c'est d'aider le peuple à tomber d'accord sur ce qui correspond à ses aspirations politiques, hypothèse de ma part, c'est déjà ça, c'est vicié en soi. C'est qu'on suppose qu'on part d'un truc où on n'est pas tous d'accord, on a des aspirations qui sont pas les mêmes, puisque sinon, comme tu le dis, il n'y a pas besoin de voter. Si on avait tous les mêmes aspirations, ben, ça serait règle des poids. Donc, on part sur l'hypothèse qu'on n'a pas tous les mêmes aspirations. Voilà.
on mélange, on secoue très fort, voilà, et au sorti, on choisit l'aspiration qui inspire le plus de gens. D'accord, mais tous les autres, forcément, en sont déçus. Donc, c'est générateur de frustration, et on ne fait jamais que déplacer une frustration à une autre frustration. Voilà. Et enfin, je sais pas, c'est un peu ça qu'on Moi, dit, je trouve quoi. que ça fonctionne très bien, justement, la démocratie, pour ce que ça doit faire, Mm. si on regarde oui. sous sa jupe, hein, bien sûr. Ça fait finalement une bonne synthèse de Tale of the Slave de Robert Nozick, où je sais pas si l'anecdote vous est familière ou pas. Tu peux la reprendre pour le chat. Vulgarise. Alors on va vulgariser vite fait. Nozick, lui, il fait le truc en 9 étapes, on va faire plus court. On va le faire en 3 ou 4. La première étape, t'es un vrai esclave, enchaîné, fouetté, t'es une chose à la merci de ton patron, enfin de ton propriétaire plutôt. Ça, c'est mal. La deuxième étape, tu es un petit peu moins esclave, c'est-à-dire que tu es toujours l'esclave du propriétaire, mais il te laisse 2-3 heures par jour de faire tu peux faire ce que tu veux, en gros, quoi. Et comme ça, on rallonge la chaîne petit à petit, on donne un peu plus de mou pour arriver à la 9e étape, où finalement, l'avant-dernière, c'est finalement les esclaves sont toujours esclaves, propriété du propriétaire, et ils peuvent quand même influencer les décisions que prend le propriétaire en votant, mais pas toi. Et la dernière étape, c'est tu peux aussi participer au vote. Mais dans toutes les étapes, de la première à la dernière, tu es toujours propriété de quelqu'un d'autre qui te dit quoi faire de manière plus ou moins intense, en fait. Et donc la démocratie, ça permet de faire passer la pilule pour que les esclaves soient heureux d'être esclaves et ne soient plus dans le sentiment de se faire exploiter par quelqu'un qui est leur propriétaire, et pour qu'ils aient l'illusion de vivre dans un système qui les représente, qui les avantage, et blablabla, et blablabla. Donc la démocratie actuellement fait exactement ça, et elle fonctionne ça. super bien. Moi, je trouve qu'elle fonctionne parfaitement. Ah, Quand on voit les cris de liesse des gens, là, moi, ça me rappelle les cris de liesse de 1981, où on avait Ouais. l'impression que, je sais pas, on avait découvert une cure contre le cancer, tellement les gens étaient heureux et soulagés, quoi. C'était la liesse complète, là, le 10 mai Ouais. 80, mais on aurait Ouais. dit que c'était la fin de la guerre, ou je sais pas, que c'était enfin on sortait des ténèbres, et on était sur le petit pont, là, petit passage qui nous amène au paradis. C'était la libération de Paris. Ouais, c'est ça, exactement. Donc la démocratie, c'est un gros show, un bon gros spectacle qui donne Ouais. à tous les veaux qui vont chier dans des boîtes, là, le sentiment chaleureux de faire partie du truc, et de leur donner l'illusion qu'ils ne sont pas que des esclaves, en fait. Mais regarde la liesse qu'il y a eu malgré tout, place de la République, par exemple, entre autres. Hein. Mais la place de la République, c'est un symbole de tous ceux qui étaient tout contents que le RN était remis à sa place, on va dire ça comme ça. Mhm. Les gens en sont à un point d'avoir assez de liesse, pour employer ce mot-là, pour aller festoyer place de la République avec la symbolique associée sur la simple vacuité de la remise en place d'un RN, voilà, par rapport à l'objectif et à la prétention que se donne la démocratie, qui est d'être le garant de la liberté. Il y a un gap intellectuel énorme entre la liberté, c'est la démocratie, et on va voter pour la liberté, on a juste voté pour remettre le RN à sa place. Et ça a fonctionné, les gens sont heureux, enfin, ceux-là sont heureux en tout cas, les autres ils pleurent en face. Ah Le oui, problème- mais ils sont suffisamment heureux et ils le montrent suffisamment pour que la télé, pour faire simple, n'en montre pas d'autres, parce qu'en fait, il n'y en a pas d'autres qui sont encore plus heureux. Voilà, la liesse chez eux excuse-moi, est à son apogée, schématiquement, et il n'y en a pas d'autres qui sont encore plus. Donc ça montre le niveau de satisfaction et de liesse que ça peut donner chez les gens, quoi. Nous, on est frustrés parce qu'on n'a pas de liberté. Ces gens-là sont dans leur ravissement parce qu'ils ont juste remis le RN à sa place. Oui, mais Stéphane, ce que tu comprends pas, il faut que je te réexplique à chaque fois, c'est qu'il y a des gens en démocratie, ils votent mal. C'est ça, Ah oui. oui. On a déjà dit C'est que la le bon démocratie, c'est pas un jeu, il faut voter correctement. C'est quand même pas C'est ça, compliqué à c'est ça, comprendre. c'est ça. Alors moi, ce qui m'a fait beaucoup rire surtout, c'est que normalement, on m'a appris que la démocratie, c'est
la civilisation, le progrès, et surtout c'est ce qui permet d'apaiser la société, parce que nous discutons ensemble et nous décidons ensemble des choses. Alors, moi je veux bien la paix, mais la paix en ayant des espèces de... Non, je vais pas utiliser ce terme parce que ça va être mal interprété, désolé des amis... Pardon, désolé Laurent. Ça, je veux dire. Voilà. Comme ça, c'est toi qui prendras, pas moi. Non, effectivement, des espèces de singes qui sont en train d'attaquer donc McDo, les différents Louis Vuitton, etc. Vous avez tout plein de commerçants dans différentes villes qui ont dû calfeutrer leurs magasins parce que c'est la démocratie qui arrive. J'ai trouvé ça merveilleux. Ouais. J'étais là, c'est ça la paix donc démocratique. C'est pas seulement amener la guerre chez les autres, hein, comme certains, mais c'est aussi apporter donc cet amour un peu étrange que sont les violences urbaines dans notre pays. Si c'est pas beau. C'est quand même fou parce qu'ils perdent, ils défoncent les vitrines, ils gagnent, ils défoncent encore les vitrines. J'ai vu ça, ouais. Il y a eu C'est quand même vrai. de la casse. Hein. Il y a eu de la casse, Imagine oui. s'ils avaient perdu. Imagine, ils avaient perdu, ils auraient tout cassé. Ah mais c'est délirant. Et je crois qu'il y a aussi l'effet par rapport à la démocratie que, par effet de contraste avec, par exemple, l'URSS et la victoire, entre guillemets, voilà, de ce qu'il y avait avant, quoi. Je pense que les gens se disent, en fait, c'est quand même le meilleur des régimes. Ouais, il y a ce côté moindre mal, quoi. Il y a ce côté, c'est pas idéal. Parce qu'au fond, quand on va vraiment questionner les gens, ils sont pas contents, quoi. Hein. Ça se passe pas bien du tout. Hein. Personne n'est content. Tout le monde C'est la est... théorie de cet imbécile de Steven Pinker. Voilà. Et en fait, ils se Personne. disent, mais tu vois, ça passe, c'est mieux que rien, etc. En fait, non, pas du tout, quoi. Et comme on l'a dit avant avec Laurent, en fait, c'est une illusion géante, quoi. C'est un Stockholm géant. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est dur pour nous de produire une critique. Hein. Faire une critique du système en tant que tel, structurellement, comme l'a fait Hoppe brillamment avant nous, c'est très difficile à faire passer. Moi, je connais personne qui fait, à part vous trois, donc nous quatre et quelques copains très rares, je connais très peu de gens qui font des critiques de la démocratie en tant que telle. Même quand moi je dis que non, j'ai pas été voté, je suis sermonné, quoi. Et je pense que ça peut aussi vous arriver. T'as pas voté, Donc, tu te tais. Ouais. c'est ça. Tu peux Voilà. pas... Non, si t'as pas voté. C'est pour dire à quel point les poncifs sont passés psychiquement, et là je vais parler un peu comme Bhaskar, mais il y a un truc psycho là, c'est passé mais en intraveineuse, c'est très puissant. Il y a des narratifs, et pour produire un contre-narratif structurel du système, contre la démocratie, et donc la préférence temporelle élevée, le socialisme, les promesses égalitaires, tout ce qui va avec, la montée des violences, l'immigration massive, c'est super chaud, quoi. Donc ça va être long terme. Nous on a une préférence temporelle pour le futur, mais on sait que ça va être difficile, quoi. Tu ressors pas de 60 ans de matrixage gauchisme et démocratique comme ça, quoi. C'est plus profond que ça, Arthur. C'est pas ça, c'est vrai pour le marxisme, la marxisation de la société française, c'est vrai. Mais la démocratie, c'est bien plus profond chez nous. Il faut remonter à 1789, il ne faut pas l'oublier. Ouais. Hein. C'est très, très ancien chez nous. Ça va faire 250 ans bientôt. Hein. Disons que ça a accéléré, ADN, quoi. hein. Ça a accéléré. Ouais, ça a Parce accéléré. Oui, bien sûr que ça accélère. Attends, et je pense que ça va encore accélérer. Je suis bien d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que le sujet de la démocratie, en France notamment, Ouais, on a la chance extraordinaire de vivre dans ce pays, quoi. Moi chaque fois je me suis surpris de vivre dans ce pays qui historiquement a tellement marqué le monde sur ce genre de conneries. C'est comme ça, c'est pas une fierté, hein, pas du tout. Mais bon, donc on a 250 ans derrière nous, et encore il faudrait y chercher Colbert et autres conneries, hein, mais sur la démocratie on a 250 ans derrière nous. Quand tu compares avec les États-Unis, c'est quand même aussi intéressant d'ailleurs. Ouais. Et en plus, on est aussi le pays où la pensée marxiste, etc., a le plus ancrage historique. Ouais. Donc les deux on à la fois. On a produit les pires conneries, hein, de toute façon, c'est clair. Et le XXe siècle a été particulièrement marxiste et démocratique et donc totalitaire à la fin. Et ouais, ça a accéléré parce que tu vois, même 19e, en plus, on a produit, nous, libéraux, au 19e, des penseurs admirables, hein, sous démocratie. Donc, ça aurait dû aller encore plus vite dans le sens de la prospérité, mais on a quand même réussi à faire 2-3 trucs corrects. Et après, le 20e a accéléré. Et là, le 21e va encore accélérer. Et c'est ainsi, quoi. Et Alors, pas de raison que ça n'aille pas à l'échelle de l'Argentine et du Venezuela, hein, en termes de déréliction. ouais,
La Puis il y a trop d'inertie. Avant d'attaquer justement là-dessus, je voudrais juste rebondir, parce que je lis quand même le chat, hein, attention à vous. Je voudrais rebondir sur un des commentaires qu'on nous a fait, mais le vote censitaire, ce serait pas un moindre mal. Seuls les propriétaires, ceux qui payent des impôts, voteraient. Bien sûr que ça serait mieux. Ça serait mieux. Attends. Ça serait mieux, oui, ça serait plus juste. Ça serait moins... Oui, il est clair que ça serait mieux, ça c'est vrai. Mais même dans ce contexte-là, ça reste, dans ce cas-là, une minorité qui s'impose à toutes les autres. Mais de toute façon, on avait ça. Comment ? On l'avait. Ce serait mieux aussi à condition que les propriétaires le soient de manière honnête. Mais c'est ça. C'est là où je veux en venir, c'est-à-dire que on a déjà eu en fait ce système-là, d'autres pays l'ont eu, et ça a donné quoi ? Ça a donné que la gauchisation, le vote censitaire, si je dis pas de conneries, c'est contemporain de François-René Chateaubriand, par exemple, il en parle. Donc je pense que c'est avant 1848, la révolution de 1848, je dis pas de conneries. Dans ces eaux-là en tout cas, et donc on est déjà, même à cette époque-là, dans une gauchisation du truc, parce que le problème qu'il y a eu bien sûr à l'époque, c'est « Ah oui, mais il n'y a que les riches qui peuvent voter », et donc forcément, c'est pas juste par rapport aux moindres. Donc tout le discours, parce qu'en même temps, tu as tout le phénomène anarchiste qui se met en place. Donc même à cette époque-là, tu as de toute façon une poussée pour aller contre les propriétaires et pour démocratiser le vote. Et puis il y a forcément un propriétaire, bon, qui est un peu soit un peu naze cognitivement, soit malhonnête, qui cherche un peu de gloire sociale ou autre, et qui va faire passer justement des lois, etc., qui vont aller dans le sens de la démocratie la plus totale. C'est sûr. Une démocratie avec un faux censitaire dans l'absolu est plus juste, parce que effectivement, ce sont ceux, comme dirait Taleb, ce sont ceux qui ont skin in the game. Oui. Voilà, bon, ok, d'accord. Mais ça reste une démocratie. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de gens qui votent, la décision est prise à une majorité de ceux qui votent et qui est imposée à tous les autres. Encore une fois, le problème de la démocratie, c'est pas le vote, c'est la prise de décision qui pose problème. C'est-à-dire que si c'était juste de voter, ok, et ça fait un sondage, on s'en fout. Le problème de la démocratie, c'est il y a une décision qui est prise et qui est imposée à tout le monde. Point. Bien sûr. Et alors, si ces propriétaires s'organisent bien, ils peuvent justement orienter l'action de l'État à leur avantage et devenir encore plus propriétaires pour encore plus voter. Donc ça fait une espèce de trou noir qui grossit, quoi. De même que les communistes font avec leurs troupes. C'est exactement du communisme, quoi. C'est la même définition. C'est-à-dire qu'il y a une nomenclatura qui arrive à parasiter tout le reste, quoi. Ce qu'il faut que ceux qui nous écoutent ou qui nous lisent ou ceux qui se posent des questions arrivent à comprendre. Parce que j'ai déjà eu des questions, par exemple, sur le vote. Étienne Chouard va te dire, on fait un tirage au sort. Moi, j'ai eu des mecs qui ont inventé le concept de démocratie du consensus. Tous ces gens-là le consensus résout tout, Stéphane. Le consensus, c'est génial. C'est le miracle humain, tu sais. C'est clair, c'est magnifique. Tous ces gens-là se trompent parce qu'ils se focalisent sur la méthode pour obtenir une décision. Le tirage au sort, le consensus, le vote censitaire, le vote ceci, le vote cela. Alors que le problème de la démocratie, ce n'est pas le vote, c'est la prise de décision. Et ouais, on leur montre la lune, mais il reste fixé sur le doigt, malheureusement. Et surtout, comme nous dit CM, qui consensus, tout à fait. C'est ça, ouais. Oh, elle est belle. Elle est jolie. Je la note pour ce soir. Ah, c'est très beau, très beau, bien joué. Non, mais clairement, tant qu'il n'y a pas cette idée vraiment massivement répandue que le problème est structurel, c'est le système en soi démocratique, l'État bien sûr avant, hein, bien sûr, mais et ce régime démocratique, c'est pas possible, quoi. Et ça, c'est difficile, mais c'est un travail de culture et de transmission. Cela dit, je suis surpris qu'il n'y ait quasiment aucune idée, analyse dans le sens du divorce social, quoi, ou de la sécession. Quand on voit les blocs,
D'ailleurs, c'est pas toi qui en parlais, Stéphane, sur Twitter il y a pas longtemps, je crois, ou moi, je sais plus, ou nous deux, hein, qu'importe. En tout cas, j'en ai parlé. Ils savent plus ce qu'ils tweetent. Ah ouais, c'est tellement des machines, ils y vont au kilomètre, ils savent plus. J'arrive pas à se distinguer l'un de l'autre. Il y en a C'est trop. ça. Il y en a trop. C'est ça. En fait, Quand on Stéphane, voit c'est ces cloné. blocs-là, ça me semblait. C'est ça. J'ai fait une image d'actu qui posait cette question, effectivement. Ouais. Oui. C'est ça. Bon, bah voilà. Ça me semble tellement évident, quoi. Il y a plusieurs France, si on peut parler comme ça. Ouais. Bah, Alors attends, si tu dis ça aux mecs de LFI, ils vont te dire non, moi je veux une France entière, sinon qui je vais exploiter. eh oui. Ah, Bien mais sûr. mon grand, je croyais que le communisme, c'était justement pour lutter contre l'exploitation. Oui, enfin je me suis mal exprimé, pardon. Alors, Qui je vais partager. c'est une Avec qui superbe je vais transition. partager. C'est une superbe transition vers la dernière partie qui est justement projection. Que faire de cette démocratie, que faire de ces résultats si dans une hypothèse comme ça, si on avait comme ça une baguette magique et demain on propose une solution qui justement contenterait tout le monde, qui contenterait chaque individu, quelle serait la solution justement? Moi, j'en vois deux qui sont deux déclinaisons de la même, comme point de départ. Pour moi, il y a la sécession et la panarchie. Alors, mon avis perso est fait, hein. Mais juste pour alimenter et pour faire réfléchir. Je vais commencer par la panarchie. Puisque ces braves gens, donc on se retrouve avec un truc à 4 tiers. Abstentionnistes, Nouveau Front Populaire, Macron & Co. et puis RN & Co. Bon, Ouais. grosso merdo. Pourquoi ne dit-on pas, d'accord, on prend acte, il y a 4 tendances dans ce pays, on propose à qui le souhaite, en fonction des votes qu'il a pu avoir, d'avoir 4 régimes qui sont acceptés, qui sont concevables. Chacun de nous, on peut faire un autre tour, chacun de nous choisit un des 4 régimes possibles, c'est-à-dire tu prends un régime avec rien, sans gouvernement, machin, tu te démerdes. Bon, t'as pas voulu quelqu'un, bah, tu te démerdes. Un régime RN, un régime LFI, un régime Macron, voilà. Et puis, alors, d'un côté, tu t'engages à respecter les textes, la politique, les autorités de l'un, de celui que tu auras choisi. S'il te demande de payer des impôts, tu payes pour lui, voilà, et sinon, non. Et puis après, à charge de ces différents régimes, de passer des accords pour que les choses se passent bien à peu près dans le pays, puisqu'a priori, tous ces gens-là sont pacificateurs, civilisationnels, n'est-ce pas? Donc, bon, vous comprenez bien que ça ne peut pas trop bien marcher. Mais au moins, moi, je pense que ça interpelle. Moi, je pense que l'idée de la panarchie, ça permet d'interpeller. Bon. Et puis, bien sûr, il y a la sécession. C'est la même chose, mais ok. Attendez, ok. Très bien, ok. Est-ce qu'on peut concrètement découper cette fois-ci le pays? Il y a des régions, on a vu les cartes, il y a des régions qui sont roses, il y a des régions qui sont bleues, il y a des régions qui sont oranges. Ok, on découpe. On découpe. Ouais, c'est ça. Tout simplement, décentraliser à fond. Mais pareil, tu vois, t'en parlais avec Nicolas Faure, mais il y a un combat entre jacobinisme et décentralisation qui est évident, mais c'est difficile de faire passer la décentralisation, hein. C'est très difficile. C'est pas réaliste. C'est ça. Parce T'es que pas sinon, Pragmatique, Laurent. T'es pas c'est assez ça, pragmatique. comment on va se défendre contre Poutine après, hein? Moi, j'ai une réponse à proposer. Puisque l'argument consiste à dire qu'il faut être la France pour pouvoir lutter et se défendre. D'accord? On fait le découpage que j'ai proposé, on le fait. Mais puisqu'on est intelligent, qu'on y a pensé, etc., on fait en sorte en même temps, je renvoie mon article sur la Savoie, on fait en sorte en même temps que chacune des départements, des provinces, machin, passe des accords bilatéraux les uns les autres pour avoir des accords de défense en même temps. Et comme ça, on se retrouve avec la France qui se défend, mais qui est multiple, mosaïque, vivre ensemble, etc. Alors, on a une question de Player One qui est sur ce sujet de la sécession. Mais si le territoire fait sécession et qu'on n'est pas d'accord avec certains choix de ce territoire, par exemple police gérée obligatoirement par le territoire, on peut refuser ou doit-on déménager? Là, ça dépend si justement on a fait baisser justement ce droit de sécession jusqu'à l'individu. Par exemple, le Liechtenstein, le droit de sécession, il est communal. Bon, ce qui serait chouette, c'est que ça descende jusqu'à l'individu
Et donc, tu peux dire, non, sur ma propriété, ce n'est plus X territoire. Mais je pense, si tu me permets, Adam, que cette question, elle est légitime. Et il faut lui apporter une autre réponse aussi, je pense. Quel que soit le découpage qu'on fait, et quelle que soit la démarche qu'on prend pour faire de la sécession territoriale, de toute façon, la situation d'un opposant, ce qui est celle de Player One, si je comprends bien, cette situation se présentera toujours, tu ne peux pas l'exclure. Mais je te rappelle juste, Player One, que c'est celle que tu vis aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, j'ai choisi de rester en France et de faire face à l'adversité. Okay, c'est mon choix. J'aurais pu me casser. J'ai fait ce choix de rester. Je ne veux pas me casser. Donc, ce que je veux dire, c'est que tous, autant que nous sommes face à ce choix. Soit on est très bien là où on est, et dans ce cas, la question est réglée, soit on n'est pas très bien là où on est. Et dans n'importe quelle formule de sécession, il y aura des gens qui ne seront pas bien là où ils sont. Ils auront le choix, soit de rester, parce que ils ont intérêt à rester, soit ils se cassent. C'est pas une question de sécession, ça. C'est une question de chacun va là où il pense qu'il est le mieux. La sécession, c'est on découpe pour que sur un territoire donné, il y ait une homogénéité de régime, d'opinion, d'affinité. Voilà. Et justement pour que les gens qui ont cette affinité puissent y être, y venir. C'est pas pareil, c'est dans le sens que ça marche. Je sais pas si je suis clair. Si, c'est très clair. C'est très très clair. Et j'ai envie de contredire. Vas-y. Pas de te contredire, mais d'offrir peut-être un autre angle, c'est que la sécession sans que ce soit géographique, elle est possible aussi. Comment tu fais ça? Comment je fais ça dans un monde libre ou dans un monde comme le nôtre? Ah non, dans le monde qui est le nôtre, nous sommes tous en sécession. Nous sommes tous... Voilà. J'essaie d'anticiper sur ce que tu dis. Nous sommes tous en train de faire sécession nous-mêmes par rapport au monde. Moi, je suis le premier. Je suis dans un truc ici, là. Je suis dans une espèce de blocos complètement isolé du monde. Et je vis avec vous. Je vis plus avec vous qu'avec mes voisins. Soyons très clairs, quoi. Bon, mais c'est mon choix. Ouais, bien sûr. Voilà. Mais ça, c'est parce qu'on est dans un monde oppressif. Mais dans un monde libre, etc., on devrait pouvoir négocier, consensualiser, machin. Mais malgré tout, au bout du compte, tu finis toujours par être amené à dire « je reste ou je m'en vais ». De toute façon, même dans un monde libre, effectivement, si toi, tu es un vrai hippie et puis que tu te retrouves dans une communauté très conservatrice, à un moment donné, ça va te gonfler, tu vas t'en aller. C'est pas une question politique, là. Non, c'est la sécession, de toute façon, elle est pilotée par les affinités. À un moment donné, la décentralisation permet d'équilibrer, je dirais, d'harmoniser plutôt les options politiques, mais même au sein des options politiques, il reste les affinités. Et ça... Oui, puis forcément, en plus, avec un découpage tel que nous le souhaiterions en tant que libertarien, avec ce genre de découpage vraiment très, très petit, très local, les fameux 1000 Liechtenstein, c'est plus facile de déménager à côté, à quelques kilomètres, que de prendre l'avion et de déménager sur le continent d'à côté. Voilà, c'est quand même autre chose, c'est une autre dimension. Et donc, au final, est-ce que ce serait aussi dommageable pour les gens et aussi important de devoir déménager à quelques kilomètres parce que le territoire local, privé, au final ne leur correspond plus, etc. Non, forcément. Donc il y aurait peut-être une plus grosse dynamique, un plus gros dynamisme du coup, un plus gros dynamisme des déplacements des gens selon leurs affinités, suivant comment le territoire évolue dans le temps, comment les gens vont évoluer, et puis cette homogénéité, elle est organique. Elle va pas être figée comme aimeraient le faire les conservateurs, voire même réactionnaires. Non, c'est quelque chose qui va évoluer comme tout le reste. Ouais, tu peux voir ça avec un jeu. Enfin, moi, je l'imagine avec un jeu d'aimant, tu vois. Tu imagines un territoire, un jeu de Go. Allez, tu prends un jeu de Go, toi, un territoire de jeu de Go avec des petits points que tu passes. Sauf que chacun des pions est un aimant, en fait, mais avec une orientation de l'aimant, une force de l'aimant qui varie. Et chaque fois que toi tu te déplaces,
tu es attiré en fonction de ta propre polarité. Et donc, tu vas être attiré en fonction de ce qui te correspond. Je sais pas si tu vois. Et donc le truc se positionne, s'équilibre tout seul en fonction des jeux des affinités. La polarité, c'est les affinités. Et forcément, les gens vont bouger de proche en proche en fonction de ce qui autour d'eux et correspond le mieux à leurs affinités. Donc ça va bouger. Mais à un moment donné, il y aura un point d'équilibre. Ça sera le point où les affinités seront les plus harmonisées. Alors ça bougera au cas par cas, mais il y a un équilibre qui se fera en fonction de l'harmonie des affinités. Et sachant que dans un contexte de petit territoire comme ça, de plus, la pression sera tellement grande sur ce qui restera comme reliquat de dirigeants politiques que le besoin de s'en aller, outre le côté affinité, mais l'oppression politique sera tellement diminuée qu'on aura déjà ça en moins à gérer. Parce que là, après c'est personnel, moi je peux très bien vivre dans une rue avec des gens qui ne me correspondent pas du tout parce qu'effectivement, je ne fréquente pas des masses. Mais si je pouvais faire 5 km dans la même ville pour me retrouver sur un territoire qui serait géré par quelqu'un d'autre, bien sûr, je pense que mon propre propriétaire actuel, il se comporterait différemment, il lèverait moins de taxes parce qu'il ne veut pas avoir son bétail s'échapper comme ça. Donc la concurrence imposerait aux propriétaires de terrains privés ou de villes privées de rendre service, sinon ils font faillite, quoi. Bien sûr. Est-ce que ça répond à Player One ? Je pense qu'on y a bien répondu. Player wants 19. Oui, donc si ma commune fait sécession, elle... Alors, justement, il répond, oui, donc si ma commune fait sécession, elle peut toujours exiger une cotisation à chacun pour gérer la police, par exemple, si ce sont les règles de ce territoire. Mais comment cela a été décidé, référendum ? Ça dépend, ça par contre, on peut pas te dire. Ça va dépendre des règles du territoire, du propriétaire. Est-ce que ce sont des... Il n'y a pas d'imposition, mais on peut déjà dire qu'il n'y a pas d'imposition. Il faut déjà enlever... Alors, il parle de cotisation. L'idée qui est... Il parle de cotisation, pas d'imposition. Oui, mais même une cotisation ne peut pas être imposée. Il ne peut pas y avoir d'imposition. C'est un contrat. On n'a que des contrats. Il faut que tu arrives à penser le monde avec des contrats. Il n'y a pas d'imposition, au sens large du terme. Pas au sens de la fiscalité, au sens d'être que quelque chose soit imposé. Le monde vibre, tel qu'on l'imagine, est un monde où il n'y a que des contrats. Rien n'est imposé. Alors évidemment que à un moment donné, sur un territoire, il faut qu'il y ait de la police, etc. Mais en fonction de modalités qui auront été contractualisées. Oui, parce qu'on le rappelle, nous ne sommes pas contre le régalien, mais nous sommes pour un régalien privé. Voilà. Attention. Libéralisé. Et non monopolistique. Tout à fait. Bien sûr. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose d'ailleurs, Arthur, sur ce sujet, sur la projection, que faire, justement, comment on peut essayer d'amener les gens là qui ont été soit déçus. Bon, si t'es déçu et que t'as voté, c'est quand même un peu con. Mais en tout cas, t'as pas le droit d'être déçu si t'as voté. C'est ça. Mais en tout cas, ceux par exemple qui se sont abstenus, qui n'ont pas été votés, parce que bon ça, on les oublie que trop souvent. Il y a plein de gens, plein de gens qui n'ont pas été votés. Au moins 4. Voilà, vous en avez 4 là. Comment on peut faire pour essayer de leur faire comprendre ça, là, tout ce qu'on vient de leur expliquer, essayer de les faire venir vers nous. Voilà. Ah mais c'est la question, c'est tout le défi. Et c'est un peu le cœur de cible. Il y a aussi des gens de droite votants qu'on peut sûrement ramener. Je crois un peu moins à gauche pour différentes raisons, mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qu'on peut ramener à nous, et c'est par nos projets, c'est par tout ce qu'on met en place. Stéphane avec ses éditions, toi avec Ripo, moi avec mes espaces, Laurent avec les siens, les synergies qui se mettent en place, différentes stratégies aussi, plus culture de ton côté, plus idées intellectuelles chez Stéphane et moi-même et Laurent aussi. Traite-moi de stupide. La musique maintenant qui arrive sur vos espaces, n'est-ce pas? Et tes cultures. C'est un combat de fond, en préférence temporelle pour le futur, donc c'est un combat de fond. Et ouais, il faut de plus en plus apprendre à leur parler, à trouver de nouveaux angles. Moi, à chaque fois que je fais des fils ou des tweets, je tente de trouver des angles pour me dire, mais en fait, comment est-ce qu'ils pensent, tu vois? J'essaie de me mettre dans leur peau. Je sais qu'ils ont été conditionnés, et du coup, il faut les déconditionner. Donc, j'essaie de passer par leur propre parcours. Je parle facilement à ceux qui sont assez
apolitique de base ou peu affecté comme j'étais avant, forcément. Mais j'essaie aussi parfois de parler à des gens plus de gauche, plus de droite, ou extrême droite, ou que sais-je. Il faut essayer de prendre plein d'angles différents et de répartir le taf, mais ça va être du long terme de toute façon. Mes prochains tweets Ouais, d'ailleurs, c'est juste ça, pour peut-être. m'amuser, ça va être destiné à ceux qui sont plutôt vraiment de gauche. Voilà, D'accord, ça, toi c'est ça fera, intéressant. Non, mais ça fera jaser un peu, un peu les droitards que j'ai C'est- accumulés, tu vois. Mais je crois Ça qu'il y a va un être vrai marrant. travail de. Pas d'empathie, je sais pas si c'est le mot empathie, mais se mettre à la place. Comment est-ce que le mec il raisonne? À quel stade il est? Il y a aussi des mecs qu'on sortira jamais À ceux qui raisonnent du pas, bourbier. bon, C'est bon. un peu compliqué. Mais il y a. Je pense qu'il y a un truc psycho aussi à sortir, quoi. Enfin, à faire de ce côté-là. Après, c'est pas notre job non plus, hein. Bon, mais on peut quand même essayer de se mettre un peu à la place des gens. Et moi, je sais que, à force de discussions avec certaines personnes qui pourtant sont loin, franchement, ça percute un peu. Il y a des trucs. Ce qu'ils aiment bien souvent, c'est le côté pas d'agression, quoi. Ils sentent bien que quand je parle longtemps avec eux, c'est un projet profondément civilisateur, quoi. Ça, ils le sentent. Par contre, après, il y a beaucoup de questions et de manque de projection et les fameuses questions, les routes, les hôpitaux, les machins, tu vois. Bon, parce qu'il n'y a pas il n'y a pas encore tous les mécanismes sociaux qui sont mis en place, quoi. Et comment ça marche le marché. Mais à la fin, ça marche quand même, tu vois. Donc, d'homme à homme, de femme à femme, ça passe, quoi. Ça passe petit à petit, quoi. Donc, Et d'homme à c'est, femme. voilà. Bon. Oui, c'est ce que j'allais dire de ma femme aussi. Hein, c'est plutôt sympathique aussi, quand même. Je pense qu'en termes de projection et en termes de potentiel, Mhm. moi je pense quand je vois qu'il y a quand même encore, malgré tout la pression qu'il y a eu, qu'il reste un tiers d'abstentionnistes, Ouais. pour moi ça reste, et que c'est quand même la voie politique qui progresse probablement le plus globalement, pour moi ça c'est la zone qui me donne de l'espoir. Parce que je me dis que les abstentionnistes sont ceux qui sont, je pense, les plus proches de nous. En tout cas, ceux qui ont été abstentionnistes volontairement, pas par des circonstances. Ok. Parce que ces gens-là sont soit désabusés, donc ils sont peut-être perdus, mais ils peuvent garder une écoute quelque part ou être interpellés parce que justement ils ont dépassé tout un tas de choses. Ce sont aussi des gens qui peuvent être en train de se dire faites sans moi, ou moi je veux pas en être. Toi, ce sont des gens qui sont déjà dans une forme de sécession intellectuelle. Ce sont aussi probablement des gens qui sont non agressifs, qui sont probablement entrepreneurs. Ouais. Tous ces gens-là ont une proximité avec le fait de ne pas venir se mêler de la vie des autres. Tu vois. Donc, moi, je pense, j'essaye, bon, chacun fait comme il peut, mais moi, j'essaie de me dire, bon, les abstentionnistes, je pense que ce sont des gens auxquels il faut arriver de parler. Et il faut les structurer, hein, parce que effectivement, il n'y a pas encore les concepts et il n'y a pas encore, on va dire, l'outillage, tout à fait, mais effectivement, il y a une base assez intéressante. Je pense qu'il y a beaucoup d'artisans, d'entrepreneurs, TPE, PME là-dedans, à mon avis. Des gens qui sont producteurs par nécessité, skin in the game, mais qui, en même temps, étouffent, hein, sous la pression fiscale, législative, et qui ont été, je pense qu'il y a aussi beaucoup de déçus, à mon avis, hein, de tout ça. Beaucoup de Après, gens qui ont été comme le trahis, dit forcément. Comme le dit Joe, il y a eu quand même une très très forte participation là pour ces législatives. Il me semble qu'on avait même pété. Enfin, ils ont, parce que moi j'ai pas voté, ils ont pété Bah un ouais, mais il y a record quand de même- participation. Il y a quand même 30% qui n'ont pas participé, du coup, je crois, un truc comme ça. Un tiers. C'est On beau. est à l'ordre du tiers. Un tiers, c'est comme Voilà. ça reste encore énorme. Hein. Mais un tiers, ça fait beaucoup, oui, effectivement. Un tiers, ça fait Ça fait beaucoup. beaucoup. Ça Après, il faut les fait, structurer. Et... ça fait des gens très différents aussi. Donc plein de stratégies C'est sûr. différentes à mettre en place pour Mais c'est ça. leur parler. C'est ça. C'est ça. Non, mais c'est vrai, hein, que mine de rien, vu le matraquage, et il y a eu vraiment un sacré matraquage. Putain, mais l'entre-deux tours là, putain, franchement, mais le cerveau, ce qui se prend, il faut résister à tout ça. Parce que C'est- nous, maintenant, on est rompus. Enfin, c'est une partie de plaisir. Enfin, on se pose même pas la question d'aller se lever le dimanche. Le dimanche, moi, j'ai bu mon petit Ricard, tu vois. J'ai joué au bowling et je sais plus quoi, tu vois. Je m'en fous complètement. Mais t'imagines quand même la pression psychologique, sociale aussi, parce que les copains y vont, ça en discute, la famille est peut-être politisée, si tu vas pas, ça le fait pas. L'école, les universités, les éditions, les journaux, putain, il faut résister à tout ça. Donc effectivement, comme dit Stéphane, c'est une bonne base, quoi, quand t'es abstentionniste, quoi. C'est une bonne base. Laurent, est-ce que tu veux rajouter quelque chose là-dessus? Non, pas spécialement, je suis d'accord avec tout ça. Et puis, simplement dire qu'il ne faut pas hésiter à répéter.
Des Ah ouais, fois, tout je le me temps. dis, tu sais, quand j'écris, par exemple, pour Repossession ou une vidéo, je me dis, ah, mais ça, j'ai déjà dit 2-3 fois, c'est pas grave. Une autre formule, un autre scénario, un autre contexte. Puis Redire surtout les quand mêmes- c'est bien écrit. Ressortir les principes on sans accepte. s'arrêter, quoi. C'est ça. Non, et puis t'as plein de gens qui t'ont jamais lu, Laurent. Donc en fait, qui vont te lire pour une première fois. Et pour eux, c'est pas une répétition, c'est une première fois. C'est super important. Moi, pareil, quand je fais une vidéo, je me dis putain, mais ça, je l'ai dit l'autre fois, mais je suis obligé de le redire. Je suis obligé de redire. C'est comme ça. À ce titre, moi, sur tous les jours sur Twitter, j'ai une série de publications tous les jours, pas que sur Twitter. Et j'ai en place systématiquement un cycle de republication. Et en ce moment, je suis en train de republier des articles de Liberali d'il y a presque 2 ans maintenant. Je suis repris. Et comme entre-temps, en 2 ans, le nombre d'abonnés a presque doublé, je vois le nombre de likes qui évolue. Donc je vois des gens qui, il y a 2 ans, n'ont pas vu les articles qui sont sortis, qui découvrent. C'est ça. Et donc je vois, hop, une nouvelle vague d'inscrits, une nouvelle vague d'abonnés, une nouvelle vague de likes. Donc faut pas avoir peur de recycler, en fait. Au contraire. Puis il y a forcément de nouvelles personnes à attirer qui sont venues entre temps, donc C'est le point. effectivement, faut se répéter, c'est comme ça. Bon, le tout c'est de se répéter, mais pas juste avec un seul individu, parce qu'au bout d'un moment, au bout de 10 fois qu'on se répète auprès de la même personne, Oui. bon, si le clou veut pas rentrer, il rentre pas, quoi. Ah mais là après c'est ça, il y a un coup d'opportunité pour nous qui est terrible. C'est pour ça que toi Laurent avec Schwartz t'as été courageux, Oui. cette émission, le coup d'opportunité 5. parce que 5 putain excuse-moi. Enfin, 5, quel et il y enfer. en a une qu'on a fait dans mon jardin que j'ai pas sorti parce que le son et tout ça, c'était pas terrible. Tu vois sur un truc comme ça après c'était aussi une strate de ton côté blablabla mais moi maintenant je sais que j'ai plus de débat quoi, je discute plus quasiment plus quoi, je passe les principes, ceux qui montent ils montent, ceux qui montent pas quoi. Bah, l'intérêt, par exemple, pour l'expérience soir, bon, outre de faire gonfler un peu les abonnements à la chaîne, Oui c'est ça. c'était aussi de voir qu'il y a quand même des gens dans son cercle ou dans son aréopage de gens qui l'écoutent, Ouais. qui sont sensibles à ce qu'on dit. Parce que eux aussi sont écœurés par tout ce qui se passe en termes d'élections, ils sont pas du tout derrière ce système. Et donc, d'entendre un autre son de cloche encore que celui de Chouard, il y en a quelques-uns qui ont réagi, quoi. De façon intéressante, je veux dire. Parce que ceux qui nous ont insultés, ça d'accord. Mais Oui. je Classique. pense que, en tout cas, cette expérience en particulier n'était pas forcément inutile en dehors du marketing. Non. Là. Donc, je pense que c'est pas inutile aussi de parler à des gens comme ça de temps en temps, sans en faire un fonds de commerce, là, mais de temps en C'est ça. temps d'avoir un invité comme ça qui est complètement pas du tout dans notre truc, mais qui pourrait éventuellement attirer, parce que c'est pas la personne qu'on va convaincre, hein, c'est son auditoire qu'on vise. Bien sûr. Je pense que ça peut être intéressant, ça peut être productif. Très bien. Est-ce que vous avez des questions sur le chat, sur ce dont on vient de parler là à l'instant, ou les parties précédentes? Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Il y a une question pour Laurent là. Est-ce Où que est-il Vientiel soir, va sortir la l'important, c'est de se vidéo relever. en réponse aux communistes qui avaient critiqué les libertariens? J'avais lu dans les coms sous la vidéo qu'il allait répondre. Il lui a déjà répondu non Laurent? Oui, En vidéo. tu as fait 2 vidéos en réponse. J'ai fait une vidéo de communistes. commentaires et une vidéo de commentaires, et je l'ai fait C'est- 2 fois cet exercice-là. C'est ça. Il me reste un commentaire de Inception. l'AMIB quelque part que je vais peut-être exploiter dans les semaines qui viennent. Mais ouais. De ce cher Lamine. Lamine, Ouais, l'AMIB. Ah oui. toujours là, lui La sensu qui nous Non, colle non, au c'est cul. un commentaire que j'avais rescapé de l'abomination avec, j'allais dire Justin Trudeau, mais Jean Robin. Oh là là. Et Jean paraît Robin quel avait courage. laissé les commentaires ouverts sur sa vidéo dans laquelle j'étais apparu. Et l'AMIB avait fait un gros pâté. Je l'ai copié et après Jean Robin a fermé les commentaires. Donc vous pouvez plus le voir sur le truc. Mais j'ai gardé le commentaire dans un coin parce que c'est une belle synthèse de tous les poncifs et de toutes les conneries. Surtout de la part de ce gars-là qui est passé dans ma chaîne et puis Ouais. qui, à qui Ça, on a c'est expliqué l'exemple. 1 milliard de fois les trucs et qui est complètement étanche. Ah mais là c'est typiquement l'exemple où il faut laisser tomber et là je pense qu'il y a un truc un peu revanchard et un peu ressentimenteux bizarre. Ouais, ouais. Parce que moi il Il est a- très souvent en commentaire donc je l'ai masqué mais il y a un Il a truc un pas peu aimé. ressentimenteux. Il y a un truc Il n'a bizarre. pas aimé que je le vire de Libérali. Ah oui, il y avait ça aussi. Ah bon bah voilà aussi ça je savais pas non plus mais bon voilà. Bon, il peut pas s'en apercevoir avant qu'il puisse ne serait-ce que connaître mon existence. Je l'ai bloqué partout, comme ça au moins. C'était réglé. Voilà.
Non, mais il y a aussi du tri à faire, quoi. C'est ça. Je suis tranquille depuis. Voilà. Et ça va être partout c'est des pareil questions. d'ailleurs, hein, je précise, pour les gens, même sur ma chaîne ou autre, maintenant ça va se passer comme ça. Je souhaite avoir un climat serein Oui. pour les personnes qui me suivent, etc. Et même pour moi, en fait, j'ai autre chose à foutre que de répondre à des débiles qui attaquent, etc., des gens immatures. Donc maintenant, c'est comme ça que ça va se passer. Voilà, vous me faites chier, je passe à autre chose, je vous supprime totalement, et puis, faute de pouvoir vous physical remove, bien entendu, mais je vous supprime virtuellement, je devrais dire. Electronic removal. Ah, voilà. Oui, mais je te rejoins, moi c'est un peu pareil, je suis ouvert aux questions, machin, tous les gens qui viennent poser des questions de bonne foi, et ça se voit très vite. Ah, tout de suite. Très bien, on est là pour ça. Très bien. Dès que ça tourne au pugilat ou à l'agression, qu'on se fait traiter... Moi, il y a un mot déjà auquel je commence à être sensible, c'est utopiste. Tu me balances un utopiste dans la gueule, t'es sûr que je vais changer de ton. C'est sûr. On l'a bien vu dans mon chat d'ailleurs, hein. Ouais. Mais bon, ça va, ça s'est calmé après. Je pense que voilà, il n'y avait pas d'animosité derrière tout ça, donc. Moi, j'ai pas de problème. Tu viens, mais utopiste. Qu'est-ce qui te permet de dire que je suis utopiste? Arrête. Utopiste, citadin au RSA, ce genre de choses, par exemple. Bon, on évite dans un débat d'arguments, d'idées, etc. C'est pas forcément très glorieux pour vous et pour ceux qui lisent ou qui regardent les débats. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne débat pas logiquement, puisque ce n'est pas intéressant. Si je veux vraiment faire passer les idées et les principes à un public, en fait, je parle directement à ce public. Voilà, c'est beaucoup plus intéressant. Comme ça. On a fait au cœur de la liberté dans cet esprit-là, et je pense qu'on a eu raison. Exactement, n'hésitez pas à aller regarder cette série de vidéos. C'est des vidéos qui sont assez courtes, entre 10-20 minutes, c'est ça, à peu près. Ouais. Entre 10 et 20 minutes les vidéos, c'est 30 vidéos, extrêmement intéressantes, ça reprend vraiment tout. Voilà. Là, il y a tout qui a été abordé, je pense, au niveau du libertarianisme, que ce soit en philosophie du droit ou en économie. Donc n'hésitez pas à aller la voir, ça vous fera d'excellentes bases sur les libertarianismes. Si vous n'avez pas le temps de lire, ou si vous ne savez pas lire d'ailleurs, vous pouvez écouter. C'est déjà pas mal. Voilà. Et ça, vous pouvez le faire en marchant dans la nature, en allant aux toilettes, voilà, n'importe quand. Hein, c'est 10 minutes par exemple. Une vidéo de 10 minutes, voilà, c'est assez rapide. Dans le métro, peu importe. Et comme ça vous fera de bonnes bases, soit de réflexion, voire même de bonnes bases pour débattre avec nous. Vous allez avoir tout ce qu'il faut. Voilà. Bien écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va rester là. Et oui, un live Onde Pirate qui dure 1h45, effectivement. Bon, c'était 8h. Non, j'ai pas été jusqu'à 8h, 6h. Ah oui, 6h, t'avais fait 6h, ouais, putain. 6h, effectivement. Mais j'ai pas eu le temps de manger encore et tout, donc voilà. Donc c'est une courte vidéo, elle sera rediffusée en entièreté directement sur YouTube. Voilà, parce que c'est une émission un peu spéciale et d'actualité. Donc elle sortira direct sur YouTube, pas ce soir, mais demain. Avec un petit peu de montage. Comme je l'ai dit, on aura Macron en singe qui danse pendant que j'essaye de corriger les problèmes de caméra. Veuillez m'en excuser encore, d'habitude ça marche très bien, mais bon, ce sont les aléas du direct. Je vous remercie grandement d'avoir accepté cette invitation sur Onde Pirate. C'est la première fois sur Onde Pirate que nous sommes tous les quatre, donc c'est top. Et pas la dernière. Et pas la dernière, je pense que je vais faire un peu plus souvent ça sur les Ondes Pirates avec des invités. Là, je n'ai pas le temps pour faire de libre antenne, mais la prochaine fois, nous ferons ça. Des invités, une libre antenne, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez, comme à l'habitude. Et puis voilà. Donc je vous remercie énormément dans le chat, merci de votre présence ce soir, et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux et à rejoindre le Patreon pour notamment l'accès au Club Repo et aux rediffusions complètes. Celle-ci sera demain sur YouTube. À très bientôt. À très bientôt.